Je ne pense pas que l'Amérique ait une politique sur Gaza en ce moment. Netanyahou pense que le 7 octobre a offert une occasion en or. Tony Blair pourrait être recruté comme une sorte de gouverneur de Gaza. Et si, au Texas, Ted Cruz perdait, quand les Américains se rendront compte que Ted Cruz met Israël avant l'Amérique, au lieu de l'inverse? J'ai retrouvé Sami Hamdi à Chicago alors que nous analysons les événements au Moyen-Orient. Nous avons parlé avant le tout dernier plan impérial visant à prendre possession de Gaza et nous nous sommes concentrés sur les répercussions de la campagne de bombardement d'Israël à travers le monde musulman. Je demande, le monde musulman est-il enfin en train de se réveiller face au projet du Grand Israël? Le Qatar pourrait retirer ses investissements des États-Unis et dire à Trump: je ne te donne pas les 1,4 billion de dollars et rends-moi mon avion. Je veux dire, la définition même d'un citoyen israélien, c'est quelqu'un qui vit sur une terre volée. Le but d'Israël a toujours été le Grand Israël. Netanyahou déclare: nous ne reconnaîtrons jamais un État palestinien. Les dossiers Epstein coïncident avec une sorte de mise au pas de la part de Donald Trump. Sami Hamdi, alamu alaikum gweri rahmatullah. Et bienvenue à nouveau aux musulmans pensants ici. Chicagoac, pour vous remercier d'avoir... Eh bien, je dois venir à Chicago maintenant pour interviewer ça. Comment se passe ton séjour, Indula? Très bien. Chicago est l'une de ces grandes villes, je pense. Ouais. Je pense que tu essayais de faire remarquer plutôt que je provoque un peu de fitna. Tu essayais de dire que c'est la meilleure ville que tu aies visitée en Amérique jusqu'à présent. Au moins, elle a ça. L'esthétique est jolie. Juste, Dis-le aux New-Yorkais, un peu plus fort pour ceux du fond. Ils n'ont pas entendu. subhanoui. Eh bien, écoute, Jack Alak, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et je veux vraiment parler des derniers mois, et en particulier du dernier mois depuis l'attaque de Doha, l'attaque du Hamas, l'attaque des Israéliens contre le Hamas à Doha. Et je veux me concentrer sur la question de savoir si cela a vraiment changé quelque chose. J'ai parlé à Abdul Al-A il y a quelques jours. Je l'ai interviewé. Son interview sortira après la tienne. Et il a mentionné une phrase vraiment intéressante. Il a dit, vous savez, il a le sentiment que ces dernières semaines pourraient éventuellement changer la trajectoire du calcul de certains dirigeants musulmans. Il n'était pas trop optimiste, mais je crois qu'il a appelé cela le moment de Doha. Vous savez que nous pourrions peut-être aller au-delà de ces arrangements ou calculs sécuritaires que beaucoup de dirigeants musulmans ont eus depuis plusieurs décennies, peut-être. Donc, je veux vraiment parler de savoir si le monde musulman a tourné une nouvelle page, surtout depuis les attaques contre Doha. Et ont-ils réalisé qu'Israël a effectivement un agenda hégémonique et expansionniste au Moyen-Orient? Et ont-ils changé leur perception des États-Unis? Commençons maintenant par les actualités les plus récentes. Donald Trump a fait des déclarations vraiment fortes ces dernières 24 heures à propos de l'expansion en Cisjordanie. Mais cela intervient vraiment après des mois d'inaction réelle face à ce génocide. Pouvez-vous, s'il vous plaît, commenter en détail s'il existe encore une politique véritablement cohérente et bien définie des Américains envers la situation à Gaza, et si cette annonce récente, selon laquelle Tony Blair pourrait potentiellement être recruté pour servir comme une sorte de gouverneur ou d'administrateur de Gaza, s'inscrit dans une quelconque forme de réflexion approfondie et stratégique, vous savez, de la politique étrangère américaine actuelle? Je pense qu'il est important de noter que lorsque Trump a remporté son second mandat et est arrivé au pouvoir, l'une des premières choses qu'il a faites a été d'appeler à un cessez-le-feu, forçant les Israéliens à accepter un cessez-le-feu qu'ils ne voulaient pas, ce qui a conduit Netanyahou à se rendre à la Maison-Blanche pour tenter de parler à Donald Trump. Et ensuite, Donald Trump envoie Adam Bowler parler directement au Hamas pour essayer de négocier la libération de certains otages. Les Israéliens s'énervent et finissent par faire fuiter l'information dans un but de tenter d'humilier Trump devant les autres républicains soutenus par l'AIPAC, afin de suggérer en quelque sorte que Trump viole les termes de l'accord entre l'AIPAC et plusieurs membres du Congrès. Trump finit par transférer Adam Bowler du dossier Gaza au dossier Afghanistan et autres. Et ensuite, il se produit un phénomène très intéressant un peu plus tard. Les dossiers Epstein deviennent un sujet de discussion à travers toute l'Amérique et cela coïncide avec une sorte de ralliement de Donald Trump à ce que les Israéliens aimeraient voir se produire à Gaza. Cela dit, je ne pense pas que cela signifie nécessairement que les Américains ont abandonné toute leur politique étrangère aux Israéliens en ce qui concerne Gaza. Je pense qu'un certain nombre de facteurs entrent en jeu. Tout d'abord, je pense que lorsque l'on regarde Marco Rubio, qui a l'intention de présenter une sorte de candidature présidentielle à l'avenir, secrétaire d'État. En ce moment, Marco Rubio pense que la plupart des dons, la majorité des donateurs, viendront des sionistes. Et donc, je pense qu'au lieu d'être un secrétaire d'État pour l'Amérique, il est devenu un secrétaire d'État pour Israël, mobilisant toute la force de l'Amérique au service des Israéliens. Presque comme pour dire, si Adelson doit soutenir quelqu'un lors de la prochaine élection, qu'elle me soutienne moi, qu'elle ne soutienne pas Donald Trump ou quelqu'un d'autre. Donc je pense que beaucoup des déclarations de Marco Rubio qu'il fait et ainsi de suite sont faites dans la perspective d'une élection présidentielle et selon l'approche traditionnelle des républicains, à savoir que si vous avez Israël de votre côté, vous pouvez potentiellement gagner la présidence par la suite.
Je pense cependant que ce qui est intéressant à propos des attaques de Doha qui ont eu lieu, puisque vous parlez de la politique étrangère américaine, c'est que la veille des attaques au Qatar, Kouchin et Witkoff étaient à Tel Aviv et il se disait que Witkoff essayait de présenter une sorte de nouveau plan de cessez-le-feu ou quelque chose de ce genre. Puis soudainement, le lendemain, ce sont les Qataris qui sont frappés. Je pense qu'il est plausible que les Israéliens aient attaqué Doha sans en informer Donald Trump, dans une sorte de réaction impulsive, dans le sens où les Américains continuent d'évoquer la possibilité d'un cessez-le-feu, même s'ils ne le poussent pas de toute leur force, et Netanyahou estime que le temps ne joue pas essentiellement en sa faveur. Et c'est pourquoi il a tenté d'attaquer Doha afin de ruiner et de saboter toute négociation concernant un cessez-le-feu. Parce que le texte de Doha a également coïncidé avec un autre développement, à savoir que les Émirats arabes unis avaient informé les Israéliens que toute annexion de la Cisjordanie entraînerait une remise en cause de la normalisation des relations. Anwar Garach et les Émirats arabes unis affirmaient que la manière dont nous avons convaincu le monde musulman que la normalisation était quelque chose à accepter, c'est-à-dire selon l'argument des Émirats, c'est que nous leur avons dit que nous normalisions pour sauver la Cisjordanie. Si vous vous attaquez à Gaza, les objectifs des Émirats arabes unis et d'Israël à Gaza sont parfaitement alignés. Les Émirats arabes unis et Israël veulent voir le Hamas éliminé de Gaza. L'Arabie saoudite et Israël sont parfaitement alignés sur la question de Gaza. Ils veulent voir le Hamas éliminé de Gaza et souhaitent qu'une autre autorité soit mise en place à Gaza même. Et ils veulent avoir une Palestine démilitarisée et désarmée. Mais les Émirats arabes unis estiment que la Cisjordanie est une question très différente, car cela les place dans une situation très délicate. La raison pour laquelle je pense que Trump a déclaré qu'il était catégoriquement opposé à l'annexion de la Cisjordanie, c'est parce que, pour la première fois, il y a un effort de lobbying conjoint de la part de l'ensemble du monde musulman. Que ce soit Erdogan, que ce soit Ben Zayed, que ce soit Salman, que ce soit les Qataris et Ben. Lorsque Trump s'est assis avec eux tous aux Nations Unies, ils affirmaient catégoriquement et sincèrement, chacun pour des intérêts très différents, que Monsieur le Président, c'est véritablement une ligne rouge. L'annexion de la Cisjordanie est vraiment une très mauvaise chose. Pas pour la Palestine, c'est vraiment très mauvais pour nous publiquement. C'est vraiment très mauvais pour nos relations avec les Américains. Et c'est pourquoi je pense que Donald Trump, de la même manière qu'il a dit à Netanyahou d'aller brûler Gaza puis a rencontré le roi Abdallah le lendemain, en disant que son plan Riviera n'était qu'une idée. Donald Trump a également parlé avec Netanyahou et a ensuite semblé approuver ce plan. Un peu comme Tony Blair qui allait voir cette autorité à Gaza et autres, puis rencontrer ses dirigeants musulmans qui lui disaient que c'était une ligne rouge. Et maintenant, il fait une déclaration différente en disant que l'annexion de la Cisjordanie est complètement différente. Il n'y a pas vraiment de cohérence dans la politique de Trump en ce qui concerne ce qu'il veut de Gaza. Il y a une cohérence dans le fait qu'il n'a aucune idée de ce qu'il veut de Gaza. Il y a une cohérence dans le fait que Trump, contrairement à Biden, Biden avait une idée très claire de ce qu'il voulait à Gaza. Tout ce que veut Israël, je le fais. Tout ce dont Israël a besoin, je le donne. S'ils ont besoin d'une couverture humanitaire pour me permettre d'envoyer des Marines, je ferai une couverture humanitaire. S'ils ont du mal à procéder au nettoyage ethnique du nord de Gaza, j'organiserai un corridor humanitaire pour faciliter le nettoyage ethnique de Gaza et Harris. Des mémoires sortent et disent que Biden, lorsqu'il a vu que tout le monde dans sa base devenait pro-palestinien, a déclaré « Mais je suis un sioniste ». Avec Donald Trump, cependant, c'est celui qui lui présente l'argument le plus idéal qui sert au mieux les intérêts de l'Amérique. Et Trump ne sait pas où se situe cet intérêt à ce moment précis. Et c'est pourquoi je pense, pour répondre à votre question, que l'Amérique a-t-elle une politique sur Gaza? Je ne pense pas que l'Amérique ait une politique sur Gaza en ce moment. Je ne pense pas que Trump ait une politique sur Gaza. Je pense que tout dépend de qui a le lobby le plus puissant. Et je pense que lorsqu'il s'agit de Gaza, le lobby le plus puissant est celui d'Israël, des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite. En ce qui concerne la Cisjordanie, je pense que le lobby israélien s'affaiblit. D'accord, très bien. Il y a plusieurs pistes à explorer ici. Vous avez parlé du fait que Donald Trump s'est aligné pendant cette période après le cessez-le-feu qui a échoué. Et bien sûr, ensuite, l'effusion de sang est devenue encore plus intense. Et vous avez mentionné les dossiers Epstein. Y a-t-il un lien entre les dossiers Epstein et le fait que Donald Trump se soit aligné? Je ne veux pas dire qu'il y a un lien direct. Je veux dire que lorsqu'on regarde un graphique de la trajectoire des politiques de Trump concernant Gaza, il y a quelque chose de très troublant dans le timing des dossiers Epstein et ce que Trump fait ensuite par rapport à Gaza, ainsi que la façon dont le récit sur Gaza change soudainement. On passe de la pression pour un cessez-le-feu, du dialogue avec le Hamas, à soudainement donner carte blanche aux Israéliens, exactement comme Biden l'a fait concernant Gaza lui-même. Je sais que certaines personnes ont dit que le bain de sang a été pire sous Donald Trump et autres. Personnellement, je ne pense pas qu'on puisse comparer Biden et Trump en ce qui concerne le bain de sang, parce qu'en réalité, ils ont tous les deux détruit des maisons, ils ont tous les deux massacré, ils ont tous les deux arraché des jambes à coups de bombes,
Ils tuent tous les deux les enfants palestiniens, ils tuent tous les deux les femmes palestiniennes. Je pense qu'en ce qui les concerne tous les deux, c'est pratiquement exactement la même chose. C'est mon avis sur la question. Mais les habitants de Gaza disent que c'est devenu bien plus intense. D'accord, ces dernières semaines, je veux dire, ce n'est peut-être pas une corrélation, mais ils disent, surtout ces derniers mois, ces dernières semaines, que c'est devenu bien plus intense. Mais mon interprétation de cette intensité a moins à voir avec Donald Trump et davantage avec le fait que les sionistes prennent de plus en plus conscience qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent en ce qui concerne leur influence sur l'Amérique et ce qu'ils souhaitent accomplir à Gaza. Je pense que cette intensité est liée à l'idée que lorsque Israël essaie de garder l'Europe dans le rang, le Royaume-Uni reconnaît la Palestine à la place. La France reconnaît la Palestine à la place. L'Espagne reconnaît la Palestine à la place. Les flottilles, maintenant, l'Italie et l'Espagne ont envoyé des navires pour aller secourir leurs membres de flottille et, malgré les tentatives d'interdire les boycotts d'Israël aux États-Unis même, le Congrès, le projet de loi n'est pas passé et n'a pas abouti, malgré les tentatives de placer des organisations anti-génocides sur une sorte de liste terroriste. Un tribunal du Michigan a statué que American Muslims for Palestine est une organisation légitime qui a pleinement droit à la liberté d'expression. Un tribunal du Nevada affirme qu'il est parfaitement légitime d'aborder la question palestinienne dans les universités. Vous avez ce projet de loi anti-association à but non lucratif dans lequel les Israéliens ont essayé d'obtenir des Américains qu'ils donnent un pouvoir unilatéral à leurs alliés en Amérique pour retirer le statut d'exonération fiscale aux associations caritatives. À la place, nous avons vu des églises chrétiennes aller voir Trump et dire « Nous ne voulons pas donner ce pouvoir unilatéral au procureur général. Vous n'avez aucun droit d'intervenir dans notre statut d'exonération fiscale. » Je pense que les sionistes, en observant Andrew Cuomo qui essayait de prêcher qu'il était du côté d'Israël et qu'il fallait soutenir les Israéliens, ont constaté que cette politique lui a fait perdre face à Mamdani. Et selon des rapports politiques d'il y a 2 jours, Cuomo ne parle plus des Israéliens désormais parce qu'il considère que c'est un handicap politique. Je pense que les Israéliens observent comment le monde est en train de changer, où un diplomate chinois parle à un général israélien qui essaie de convaincre tout le monde de la soi-disant cause légitime des Israéliens comme étant un génocide. Et le diplomate chinois lui répond que plus personne ne croit à ses mensonges. Je pense que Netanyahou remarque que lorsqu'il va s'exprimer aux Nations Unies, la plupart de la salle finit par partir pendant qu'il parle. Je pense que pour les Israéliens, l'intensité n'a pas tant à voir avec Donald Trump qu'avec autre chose. Nous constatons que la marge de manœuvre qui nous est accordée pour continuer à agir ainsi se réduit, la laisse se resserre. Nous ne sommes plus dans la position que nous occupions autrefois. Netanyahou déclare maintenant que nous devons établir une économie autosuffisante parce que, selon ses mots, le monde écoute les Palestiniens, les Chinois et les Qataris. Et donc, à cause des boycotts, nous devons désormais orienter notre économie vers l'autosuffisance. Je pense que ce que nous voyons fondamentalement, c'est que l'intensité ne vient pas de Donald Trump disant aux Israéliens de se déchaîner. Ce sont les Israéliens qui disent « Oh mon Dieu, nous manquons de temps. Nous devons prendre Gaza, nous devons la bombarder jusqu'à l'anéantissement. » Et je pense que les Israéliens deviennent enragés, c'est pourquoi ils attaquent le Qatar. À mon avis, il y a une possibilité. Je ne sais pas si c'est certain ou non. Il est possible qu'ils n'aient pas informé Trump qu'ils allaient devenir aussi extrêmes. Je pense que les Israéliens deviennent enragés et c'est pour cela que nous voyons cette intensité. Ce n'est pas parce qu'ils pensent être en position de force, mais plutôt parce qu'ils estiment que le monde change trop vite et qu'il faut rapidement engranger des gains avant que le monde ne se referme sur eux. D'accord, c'est intéressant. Je veux dire, la plupart des commentateurs ont suggéré que Donald Trump, ou du moins l'administration américaine, avait été au moins partiellement averti de ces attaques contre le Qatar. Vous suggérez le contraire. Vous voudrez peut-être répondre à cela. Mais nous avons aussi dit, et vous l'avez dit jusqu'à présent, que les Américains n'ont pas de politique cohérente. Netanyahou a-t-il une politique cohérente dans ce contexte? Concernant Trump, je ne dis pas que Trump ne savait absolument rien. D'accord. C'est que les Israéliens sont tout à fait capables d'agir de manière autonome en dehors de ce que l'Amérique leur permet de faire, et cela est une réalité importante à considérer. Historiquement, Israël a même attaqué des navires américains. Israël a démontré que lorsqu'il se sent acculé, il est prêt à mettre le feu au monde et même à s'opposer à son propre allié, les Américains, puis à dépenser de l'argent pour faire du lobbying auprès des membres du Congrès afin d'essayer de préserver la paix avec les Américains et de garantir une certaine forme d'alliance avec les Israéliens. Ce n'est pas au-delà des Israéliens de faire cela. Le deuxième point, c'est que Donald Trump, ou plutôt son fils, est sur le point de lancer de nombreux projets d'investissement avec les Qataris qui viennent de lui accorder 1,4 billion de dollars d'investissement aux côtés des États du Golfe. Est-il logique, et je n'ai pas de réponse à cela, que Trump ait accepté 3,4 billions de dollars seulement pour dire aux Israéliens d'aller attaquer les Qataris? Est-il plausible que les Qataris aient donné tout cet argent à Trump et que Trump prenne cet argent pour ensuite dire aux Israéliens d'aller attaquer le Qatar?
Compte tenu de la personnalité de Trump, il est très peu probable qu'il fasse cela, étant donné que c'est quelqu'un qui a besoin de cette aide financière, quelqu'un qui se réjouit de ses investissements et qui célèbre ses liens avec ces États du Golfe en particulier. Je ne dis pas que Trump se soucie de ces États fantômes, je dis qu'il est tout à fait plausible qu'Israël ait dit « frappons rapidement et nous gérerons les conséquences plus tard » si l'on suppose que Trump était au courant. Quel serait l'intérêt pour Trump de permettre que la délégation du Hamas soit frappée par les Israéliens, alors que la seule issue médiatique plausible serait que Trump se laisse dicter sa conduite par les Israéliens et qu'ils veulent saboter ces négociations de cessez-le-feu? Ce n'est pas l'image que Trump veut donner aux Américains, ni à l'opinion arabe, ni même au-delà. Troisièmement, les responsables américains savent ce que cela signifie si Doha est attaqué de cette manière. Ils savent que cela déclencherait un mouvement où les gens chercheraient d'autres arrangements de sécurité et ce genre de choses. Il est difficile d'imaginer des responsables américains se réunir avec Donald Trump et dire « Monsieur le Président, c'est une très bonne idée. Laissons les Israéliens frapper Doha parce que nous avons un certain intérêt à le faire. » Ils auraient de calculer que cela aurait des conséquences considérables, voire irréparables, sur ce qui se passerait. En d'autres termes, ce n'est pas que je dis que Trump n'était pas au courant. Ce que je dis, c'est que je ne pense pas que ce soit aussi simple, étant donné que cela n'a tout simplement aucun sens. Quand on regarde la situation dans un sens ou dans l'autre et qu'on pèse les différents intérêts, je pense qu'avec Netanyahou et les Israéliens, il y a une politique étrangère très cohérente. Les Israéliens pensent que, peu importe le désordre que nous causons, l'Amérique viendra toujours nettoyer derrière nous. Peu importe à quel point nous avons du mal, l'Amérique reconstruira toujours notre dôme de fer. Peu importe combien d'argent nous perdons, les Américains nous donneront des milliards de dollars pour prendre soin de nous, tandis que des maisons ravagées par l'ouragan Katrina resteront détruites. Parce que la priorité sera Israël plutôt que ses citoyens américains de Floride. Alors que les Américains luttent avec les factures de santé et que de nombreuses familles font faillite à cause de ces factures, Israël pense que la priorité du gouvernement américain sera de donner 14 milliards de dollars en octobre 2023 aux Israéliens plutôt que de s'occuper de ces crises sanitaires. Israël pense que, peu importe à quel point la crise des sans-abri s'aggrave à Chicago, à Los Angeles ou ailleurs, le gouvernement américain mettra Israël en premier avant de mettre l'Amérique en premier. Israël pense que la puissance de lobbying qu'il a déployée en Amérique, c'est 300 millions de dollars qu'il dépense chaque année pour l'AIPAC, que Marjorie Taylor Greene dit maintenant devoir s'enregistrer comme agent étranger. Israël pense que nous pouvons faire ce que nous voulons et que nous pouvons compter sur Marco Rubio et les Américains pour faire du lobbying en notre nom afin de régler ce problème. Et c'est ce que je veux dire par « je pense qu'Israël est devenu incontrôlable ». C'est pourquoi la réunion avec Trump qui a eu lieu venait des dirigeants musulmans et arabes. Il s'agissait de maîtriser les Israéliens. Ce n'est pas qu'ils sont contre les Israéliens, c'est de les contenir. Ils sont devenus incontrôlables, ils sont devenus enragés. Et ils sont devenus enragés parce que vous continuez à les laisser faire. Et c'est pourquoi je pense que pour les Israéliens, tant que l'Amérique ne nous dit pas d'arrêter, continuons à bombarder 7 pays différents dans la région. Continuons à essayer de plonger le pays dans la guerre. Il y a ce sentiment que nous pouvons continuer parce que nous avons l'autorisation de le faire. Mais je pense que cela dit que même dans cette politique étrangère cohérente, des questions sont posées par les Israéliens eux-mêmes. Combien de temps pouvons-nous espérer que les Américains continuent de nous soutenir alors qu'on voit clairement dans les sondages qu'Israël est désormais impopulaire de façon inédite aux États-Unis, et ce, des deux côtés, chez les démocrates comme chez les républicains. Et il reste à voir. Je pense que la conclusion des Israéliens est que nous pourrons regagner l'opinion publique plus tard. Continuons simplement sur la voie où nous sommes. La question combien de temps l'Amérique perd de patience avec ce plan-là qui est de Netanyahou, le Grand Israël. L'idée selon laquelle Israël doit s'étendre à travers le monde musulman et s'emparer de vastes portions de territoire en Syrie, voire en Arabie saoudite, et dans d'autres pays de la région. Est-ce que c'est au final le plan d'Israël? Je pense que c'est le rêve de chaque Israélien. Je veux dire, la définition même d'un citoyen israélien, c'est quelqu'un qui vit sur une terre volée. C'est la définition même d'un citoyen israélien. Un citoyen israélien, c'est quelqu'un qui est allé en Palestine, a trouvé une famille palestinienne qui y vivait, a expulsé cette famille palestinienne, a construit une maison ou a acheté une maison construite sur une terre volée, puis a été protégé par le Royaume-Uni autrefois, puis par les États-Unis, et ensuite ils ont établi une citoyenneté qu'ils ont appelée citoyen israélien. Israël, par sa nature même, comme l'a dit Tom Barak, ne reconnaît pas le Sykes-Picot. Il n'est pas lié par l'accord Sykes-Picot. Parce qu'Israël, tel qu'il est rêvé par les Israéliens, ne se limite pas à ses frontières actuelles. Il est censé s'étendre jusqu'à ce que le peuple élu reprenne ce que Dieu leur a promis, selon la perception des Israéliens. Même si lorsque l'on regarde de plus près, car le Coran a aussi une version de cette histoire, tout comme la Torah, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, Dieu leur a promis une terre à condition qu'ils remplissent un certain nombre de conditions, et ils n'ont pas respecté ces conditions. Donc Dieu ne leur a pas donné cette terre. Ce que je veux dire, c'est que je pense que l'objectif d'Israël a toujours été le grand Israël.
Je ne pense pas que cela n'ait jamais cessé d'être l'objectif. Je pense que lorsque l'on regarde ce nouveau consortium qui rachète TikTok, dans lequel le porte-parole de la Maison-Blanche a dit « Nous allons forcer la vente de TikTok, mais nous devons d'abord reprogrammer l'algorithme », sous-entendant qu'il faut s'assurer que, lorsque ce TikTok sera relancé, il ne montre plus la réalité de la Palestine qui fait changer d'avis les Américains. Il ne leur montre plus la mort et les tueries qui se produisent en Palestine. Il leur montre cette propagande israélienne aseptisée et autre chose du même genre. Il y a eu une interview avec l'un des membres du consortium dans laquelle on lui demande « Que signifie Israël pour vous ?» Et il répond « Israël, c'est l'établissement d'un État pour un peuple sans État que nous devrions avoir, auquel nous avons droit, et ainsi de suite. » En d'autres termes, chaque Israélien, par définition, rêve d'un grand Israël. Je pense que Netanyahou croit que le 7 octobre a offert une occasion en or de fournir une couverture pour établir ce grand Israël. Mais il s'est heurté à deux problèmes. Le premier problème, c'est que, malgré la supériorité militaire, cela fait 2 ans et il n'a pas réussi à prendre Gaza. C'est un échec militaire. Il est militairement incapable de prendre Gaza. Le deuxième échec, c'est qu'il a sous-estimé l'impact qu'aurait le carnage à Gaza sur l'opinion publique américaine, car Israël ne peut pas survivre sans une puissance coloniale. Israël a été établi avec l'aide de l'Empire britannique. Lorsque l'Empire britannique s'est effondré, ils ont remplacé l'Empire britannique par les États-Unis, et ce sont les États-Unis qui fournissent les armes et le financement permettant à Israël de mener ses guerres. Les Israéliens ont sous-estimé l'impact de ce carnage et la diffusion visuelle de ce carnage sur les réseaux sociaux, sur l'opinion publique américaine, à tel point que maintenant Axios rapporte que le Congrès, de manière sans précédent, commence à vaciller dans son soutien aux Israéliens. Vous avez maintenant Marjorie Taylor Greene qui retire des projets de loi du Congrès censés soutenir Israël. Pour la première fois, le caucus progressiste et les démocrates au Congrès votent désormais pour arrêter la vente d'armes aux Israéliens. Vous avez maintenant Donald Trump qui intervient et déclare publiquement « Nous rejetons l'annexion de la Cisjordanie ». Ce sont toutes des choses, je pense, que les Israéliens ont sous-estimées. Oui. Puis-je vous poser une question sur le Qatar? Parce que vous avez suggéré que les Qataris ont évidemment été surpris par cela, le bombardement sur Doha, mais que leur calcul jusqu'à présent a été de satisfaire les Américains, de leur donner une base aérienne, de les arroser de beaucoup d'argent. Cette compagnie aérienne qui avait été promise il y a quelques mois, ce calcul semble avoir complètement échoué ici. Quel est votre commentaire détaillé sur la position actuelle du Qatar vis-à-vis des Américains et d'Israël, s'il vous plaît? Tout d'abord, je veux dire que la dernière fois, vous m'avez posé une question sur les Qataris et j'ai dit qu'ils payaient la jizya et ils ont été vraiment contrariés. Et dans cette question maintenant, tu as essentiellement dit, Sami, je vais m'assurer que tu n'iras pas à Doha. Mais en tout cas, je pense que les Qataris n'avaient pas d'autre choix que de satisfaire les Américains. Je pense qu'il y a 2 questions à se poser concernant le bombardement israélien. Premièrement, quel espace aérien ont-ils utilisé pour se rendre à Doha? C'est en soi une question à se poser, car s'ils sont passés par l'espace aérien saoudien, cela implique que les Saoudiens étaient mécontents de voir Israël frapper les Qataris. Et Ben Salman a publié une déclaration exceptionnellement forte en soutien aux Qataris. Presque comme si cela pouvait être interprété comme un soutien au Qatar, mais cela pourrait tout aussi bien être vu comme un « Wallahi, ce n'était pas moi », vous voyez, une sorte de culpabilité « Wallahi » plutôt que etc. La deuxième question qui mérite d'être posée est « Que pouvaient réellement faire les Qataris ?» Le but de la base militaire américaine d'Al-Udeid est de protéger les Qataris contre de telles attaques, ce qu'il n'a pas réussi à faire, ce qui signifie que, selon l'interprétation des Américains, cette base n'est pas conçue pour protéger les Qataris contre les Israéliens. Elle est uniquement conçue pour protéger les Qataris contre les Saoudiens. C'est précisément la raison pour laquelle Al-Udeid a été créée. Elle a été établie pour empêcher une invasion saoudienne en 1996, lorsque le fils émir a renversé son père. L'émir et les Saoudiens voulaient rétablir le père émir au Qatar. Et le fils a dit « Je ne veux pas que mon père revienne. Je vais normaliser avec les Israéliens. J'apporterai la base américaine d'Al-Udeid. Il suffit de ne pas laisser les Saoudiens m'envahir et tout ira bien. » Il se pourrait donc que les Qataris aient compris qu'Al-Udeid n'a jamais été conçu pour protéger le Qatar des Israéliens. Elle a seulement été conçue pour protéger le Qatar des Saoudiens. Le troisième point à noter est que pourraient réellement faire les Qataris? Je pense que du point de vue qatari, la position des Émirats arabes unis était que, puisque Mohamed Ben Zayed n'a pas assisté au sommet, les Qataris ont organisé le sommet d'urgence pour adopter une position commune. Ben Zayed n'a pas assisté, Ben Zayed n'est venu que pour une visite rapide, puis il est reparti le jour même. Presque comme s'il voulait simplement pouvoir nier toute implication. Je pense que les Qataris savent que les Émirats ont dit aux Israéliens « Vous n'aviez qu'une seule mission, comment avez-vous pu la rater ?» Donc, c'est presque comme si les Émirats disaient « C'est un bon développement, mais vous savez, les Israéliens ont tout gâché. Ils ne sont pas aussi malins qu'ils le pensaient. » Les Qataris savent que les Saoudiens poursuivent actuellement leur propre normalisation des relations avec les Israéliens.
Et les Saoudiens gardent toujours une rancune envers le Qatar à cause de ce qui s'est passé pendant le blocus et lors du printemps arabe, etc. Bien que les relations s'améliorent, la méfiance demeure. Les Qataris savent que les autres États de la région ne veulent pas s'impliquer dans un quelconque conflit pour les Israéliens. Les Koweïtiens ne le veulent pas, et les Bahreïniens, certainement pas non plus. Les Marocains non plus. La Tunisie, ils ne veulent pas s'impliquer dans un conflit, même s'ils reçoivent la flottille Sud. Quand les Israéliens ont attaqué la flottille, Kai a dit, le président tunisien a déclaré « Je n'en veux pas ». Ce n'étaient pas les Israéliens, c'était simplement quelque chose qui s'est passé sur le bateau lui-même. Donc pour les Qataris, en termes de front uni, c'est impossible à réaliser avec le monde musulman. Étant donné que tant de pays veulent de bonnes relations avec les Américains et les Israéliens, peuvent-ils trouver une structure de sécurité alternative? Les Chinois n'ont absolument aucun intérêt à développer un cadre de sécurité alternatif à celui des États-Unis. Les Chinois n'ont aucun intérêt à protéger les champs pétrolifères de l'Arabie saoudite ou autres. Ils ne sont pas intéressés à assumer ce rôle eux-mêmes. Ce n'est tout simplement pas ainsi que les Chinois se perçoivent. Les Russes n'ont pas non plus la capacité de le faire. Donc le Qatar n'a pas d'alternative à cette structure de sécurité américaine. La base militaire turque était présente, mais elle n'a pas réussi à empêcher les attaques contre les Israéliens, bien que certains rapports indiquent que les Turcs ont prévenu les Qataris. Mais cela montre bien les limites de la technologie turque pour protéger les Qataris d'une attaque comme celle contre les Israéliens. Ce qui signifie que même s'ils voulaient développer les capacités militaires turques comme alternative à l'accord de sécurité avec les États-Unis, la Turquie n'a pas la capacité de le fournir. Nous avons donc écarté toutes ces alternatives possibles. Elles n'existent tout simplement pas. Le Qatar pourrait retirer ses investissements des États-Unis et dire à Trump « Je ne te donne pas les 1,4 billion de dollars et rends-moi mon avion ». À ce moment-là, Trump pourrait éventuellement dire aux Saoudiens et aux Émirats arabes unis « Faites ce que vous voulez avec le Qatar ». Et sans le soutien d'Al-Udeid, le Qatar serait très facilement englouti par les Saoudiens et les Émirats arabes unis. Ils ne peuvent donc pas dire à Trump « Rends-moi les investissements ». Ils ne peuvent pas dire à Trump « Nous voulons réviser tous les accords de sécurité », car il n'y a nulle part où aller. Et j'ai vu cette interview sur CNN avec le Premier ministre qatari Mohammed Abdel-Hamali. L'ironie de l'interview, c'est que même le présentateur sent que le Qatar est piégé, car il passe les 15 premières minutes à dire que Netanyahou est un tyran et qu'Israël est un tyran. Puis le présentateur dit « Mais qu'en est-il des États-Unis? Sûrement que les États-Unis ont donné leur feu vert. » Et il a immédiatement paniqué et a répondu « Les États-Unis n'ont rien à voir avec ça. Les États-Unis nous ont dit qu'ils n'avaient rien à voir avec cela. » Et puis il est monté dans un avion, s'est envolé vers la Maison-Blanche, s'est rendu à Washington et a affirmé que les liens avec les États-Unis restaient très forts et que nous renforcions notre coopération en matière de sécurité. En fait, cela est allé jusqu'à ce qu'Axios rapporte que le Qatar réexamine tous les accords de sécurité. Le ministère de l'Information du Qatar, sur son compte Twitter officiel, a publié un communiqué déclarant « Nous démentons catégoriquement les allégations scandaleuses d'Axios selon lesquelles nous réviserions un quelconque accord de sécurité avec les États-Unis. » Je pense que les Qataris, lorsqu'ils ont été frappés par les Israéliens, ont réalisé à quel point ils étaient réellement vulnérables. Et dans cette vulnérabilité, la meilleure chose qu'ils pouvaient faire était d'organiser une sorte de sommet où tout le monde pourrait relâcher la pression et faire un exercice de relations publiques. Israël est une puissance brutale et ainsi de suite. Mais le sommet était tellement faible, et ce de manière intentionnelle, que lorsque Reuters a rendu compte du sommet, ils ont écrit que la conclusion était « Les activités d'Israël menacent les progrès vers la normalisation ou entravent les efforts pour normaliser les relations ». Ce n'était pas « Nous rejetons ce qu'Israël a fait », c'était « Israël, s'il te plaît, arrête ». Nous essayons de normaliser, mais tu rends vraiment les choses difficiles quand tu frappes, attaques, fais des choses comme Andalay, et je pense que c'est la réalité de la politique des petits États. Le Qatar n'a pas d'autre choix que d'encaisser le coup qu'il a subi à Doha, d'aller voir les Américains et d'essayer de convaincre Trump que cela n'est pas dans son intérêt, que cela n'est pas dans l'intérêt personnel de Donald Trump. Cela dit, cet angle de l'intérêt personnel de Trump est quelque chose sur lequel les Qataris ont toujours cherché à jouer, que ce soit en achetant les hôtels de Trump ou en lui offrant des cadeaux personnels. Cet avion qui a été offert ne l'a pas été à la présidence des États-Unis. Il a été offert à Trump personnellement. Il existe une opinion parmi les États du Golfe selon laquelle Trump et Israël ne sont pas synonymes l'un de l'autre, et que si l'on parvient à acheter une relation personnelle avec Donald Trump, on pourrait alors être en mesure de faire pression sur les Israéliens et autres. Le dernier point qui mérite d'être mentionné ici, c'est que les Qataris, même s'ils ont des options limitées, sont en réalité très satisfaits des implications plus larges de l'attaque contre le Qatar. L'attaque contre Doha que vous avez mentionnée, Abdullah a dit que c'est un moment charnière. Je ne pense pas que ce soit un moment aussi décisif, mais ce que les attaques contre Doha ont certainement fait, c'est qu'elles ont rendu encore plus difficile pour les alliés d'Israël de le défendre.
Je pense que cela a accéléré la reconnaissance de la Palestine. Je pense que cela a accéléré le désir des alliés d'Israël de prendre davantage de distance avec les Israéliens afin de pouvoir continuer à faire semblant de respecter le droit international. Je pense que les Israéliens sont de plus en plus en train de se transformer en État paria. Donc je pense que les Qataris diront que même si nous ne pouvons rien faire avec les Américains, nous accepterons les dégâts, les dommages à la réputation que cela a causé aux Israéliens et nous considérerons cela comme une victoire. D'accord, donc vous dites que ce n'est pas un tournant. L'Arabie saoudite et le Pakistan ont récemment signé ce pacte de défense, un pacte de défense de type OTAN, rien de moins. Très bien, Ce n'est pas un pacte de défense de type OTAN, mais continuez. d'accord. Et c'est ainsi qu'il est présenté. Et l'argument avancé est que les deux parties se protégeront mutuellement en cas d'hostilité ou de guerre avec des tiers. Un certain nombre de commentateurs ont présenté cela comme un acte de dissuasion, notamment du point de vue saoudien en relation, en proximité avec Israël. Et cela intervient juste après les attaques de Doha. Je veux dire, y a-t-il un lien entre les attaques de Doha, l'Arabie saoudite et cet accord? Et que pensez-vous de la valeur de cet accord? Je ne pense pas nécessairement, je crois que le timing de l'accord était trop rapide pour qu'il s'agisse d'une réaction aux attaques de Doha. Les accords militaires ne se signent pas en l'espace de 2 ou 3 semaines. Ils sont signés sur plusieurs mois, ce qui signifie que cette discussion est en cours depuis même avant les attaques de Doha. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que lorsque les Saoudiens eux-mêmes ont été frappés par les missiles des Houthis et que les Américains ont échoué à protéger l'Arabie saoudite de l'Iran, lorsque l'Iran a lancé des missiles via ses milices en Irak et chez les Houthis, et que les missiles Patriot, l'Arabie saoudite n'a pas cherché à mettre en place une infrastructure de sécurité alternative. Au lieu de cela, ils ont renforcé leurs liens avec les Américains et confirmé l'appareil sécuritaire. Je pense que cet accord particulier entre le Pakistan et l'Arabie saoudite vise à atteindre un tout autre objectif. Je pense que les Saoudiens souhaitent des liens plus étroits avec les Chinois, mais que les Américains les ont intimidés pour qu'ils évitent tout rapprochement avec la Chine. Par exemple, les Émirats arabes unis ont signé un certain nombre d'accords technologiques avec les Chinois, y compris dans le domaine du matériel militaire. Les États-Unis ont réagi en plaçant les Émirats arabes unis sur la liste grise du blanchiment d'argent, ce qui a soudainement poussé les entreprises à s'interroger sur leur statut à Dubaï et à Abu Dhabi. Et certaines ont même envisagé de déménager car elles ne voulaient pas risquer de se retrouver en infraction avec d'éventuelles sanctions à venir ou autres mesures similaires. Les Émirats arabes unis ont alors annulé un certain nombre d'accords avec les Chinois. Et les États-Unis ont réagi en retirant les Émirats de la liste grise du blanchiment d'argent, indiquant en substance aux Émirats qu'ils n'avaient pas le choix d'être multipolaires ici. C'est soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Et les Émirats arabes unis ont choisi de se rapprocher des États-Unis tout en essayant de trouver des moyens plus détournés pour rester proches des Chinois. Et c'est dans ce contexte, je pense, que l'accord entre l'Arabie saoudite et le Pakistan a vu le jour. Je pense que les Saoudiens ont remarqué que, lorsque ces avions pakistanais ou chinois ont abattu ces jets indiens lors de cette confrontation, et lorsque les rapports ont révélé que les pilotes indiens n'avaient même pas vu les attaques arriver, que ces avions chinois pouvaient repérer les avions indiens sur leur radar bien avant que les Indiens ne puissent faire de même, je pense que les Saoudiens se demandent « Comment puis-je accéder à cette technologie chinoise sans contrarier les États-Unis ?» Et c'est pourquoi je pense que, pour eux, conclure un accord avec le Pakistan et ensuite le présenter comme une sorte de pacte de sécurité islamique, puis utiliser cet accord pour accéder au matériel militaire chinois dont l'armée pakistanaise dispose déjà en grande quantité, c'est l'Arabie saoudite qui dit « Regardez, je ne fais pas d'accord avec les Chinois. Ne m'attaquez pas. Ne m'imposez pas de sanctions. Ne me menacez pas. Ne ruinez pas ma vision 2030. Je ne vais pas le faire. C'est juste un pacte de sécurité fraternelle, rien de plus. » Pendant qu'il dit aux Pakistanais « Hé, passe-moi un avion de chasse chinois, laisse-moi jeter un œil. Hé, donne-moi une arme chinoise. » Les Pakistanais savent à quel point c'est risqué. En ce moment, les Pakistanais entretiennent une relation florissante avec les États-Unis. Asim Munir se tient à côté de Doha Trump. Le protocole ne le prévoit pas. Le protocole n'autorise pas un Américain. Le protocole n'autorise pas un président américain à se tenir aux côtés de quelqu'un comme Asim Munir. Cela devrait être avec Shara'a ou avec le président. Mais Asim Munir profite de cette période faste aux États-Unis et savoure la célébration médiatique du fait que le Pakistan et l'Amérique redeviennent de bons amis.
Parce qu'à mesure que la relation entre Trump et Modi se détériore, puisque Modi a refusé de se laisser intimider par Donald Trump lorsque Trump a imposé les tarifs douaniers, Modi a dit « Si c'est ainsi que tu vas me traiter, je vais simplement aller me tenir aux côtés de la Russie et de Xi Jinping au sein du Conseil de coopération de Shanghai. » Les Pakistanais disent « C'est excellent. Nous et les Américains sommes en train de tisser des liens très solides. » Le problème, c'est que, malgré toutes ces bonnes relations avec les Américains, il n'y a pas assez d'argent qui entre au Pakistan. Et Azim Munir a besoin d'argent pour produire quelque chose. Pour que le peuple pakistanais oublie Imran Khan, qu'il oublie les problèmes du Pakistan. Il a besoin de cet argent, mais cet argent n'arrive pas si rapidement de la part des Américains. Azim Munir sait que s'il fournit des armes chinoises aux Saoudiens et que les Américains la prennent, les Américains pourraient très vite changer d'attitude. Au lieu de se rapprocher, cette relation pourrait rapidement se détériorer. Les Américains pourraient dire « Comment osez-vous ? Comment osez-vous essayer de me duper avec cet accord et de faire passer ces armes ?» Donc, même pour les Pakistanais, il est très risqué de signer cet accord avec l'Arabie saoudite. Lorsque Ben Salman conditionne l'aide financière à la réception de ces armes chinoises. C'est pourquoi ce pacte de sécurité, si l'on y réfléchit, n'est pas conçu pour que le Pakistan protège l'Arabie saoudite. Le Pakistan va-t-il entrer en guerre contre l'Iran lorsque les Houthis tireront un autre missile sur l'Arabie saoudite? Non. Le Pakistan va-t-il bombarder Sanaa lorsque les Houthis tirent un missile? Non. Le Pakistan va-t-il bombarder les milices pro-iraniennes en Irak si elles tirent un autre missile sur le palais royal comme elles l'ont fait en 2019? Non. Il est donc évident qu'il ne s'agit pas d'un pacte de sécurité. Il est clair qu'il n'est pas conçu sur la base d'une protection de l'Arabie saoudite par le Pakistan. C'est conçu dans l'idée que Ben Salman dit « Azim Munir, je veux des armes chinoises. » D'accord, mais nous ne voulons pas offenser les Américains. Mais vous avez besoin d'argent, c'est vrai. Donne-moi les armes, je te donnerai l'argent. Mais comment faire sans que les Américains s'en rendent compte? Et il sera très intéressant de voir comment Washington réagira s'il y a une sorte d'échange de l'argent pour le Pakistan en échange de ces Chinois là-bas. C'est une manœuvre très risquée à la fois pour le Pakistan et pour l'Arabie saoudite. Mais ils en ont tous les deux désespérément besoin parce que l'Arabie saoudite pense, et c'est là que Doha entre en jeu, l'Arabie saoudite pense que si les États-Unis, les armes américaines ne sont plus les plus avancées, si elles sont inutiles pour protéger le Qatar, si elles sont inutiles pour protéger l'Arabie saoudite contre les drones Houthis, alors laissez-moi aller voir les Chinois qui viennent justement de faire un défilé militaire avec tout ce matériel militaire de pointe. J'en ai besoin. Je ne peux plus compter sur ces Américains. Ce n'est pas parce que je pense que les Américains ne me protégeront pas. C'est juste que leurs armes ne sont plus aussi performantes qu'avant. Mais ils ne me laisseront pas y accéder. Et je pense que c'est de ça qu'il s'agit dans l'accord de sécurité. C'est de ça qu'il s'agit dans le pacte de sécurité. C'est de l'argent en échange de matériel militaire, mais en essayant de le faire d'une manière où les Américains ne sanctionnent pas ou ne trouvent aucune raison ou excuse pour punir les deux pays d'agir dans leur dos. D'accord. Donc tu ne penses pas vraiment que c'est un accord substantiel d'un point de vue militaire, vraiment, que les Saoudiens ont obtenu. Et tu ne penses certainement pas que les Israéliens et leurs actions à Doha aient quoi que ce soit à voir avec cet accord. Je pense que cela a offert une bonne couverture médiatique à un accord qui n'avait rien à voir avec Doha. Je pense aussi que l'Arabie saoudite n'a pas de problème avec Israël. L'hypothèse de ta question, c'est que l'Arabie saoudite a peur d'Israël. Ce n'est pas le cas. Elle est en bons termes avec Israël. Elle ne pense pas qu'elle soit la prochaine. L'Arabie saoudite ne croit pas qu'elle soit la prochaine. L'Arabie saoudite estime avoir montré beaucoup de bonne volonté envers les Israéliens. L'Arabie saoudite pense que lorsque le monde musulman a fait pression sur elle pour qu'elle fasse quelque chose pour la Palestine, Ben Salman s'est cru génial en envoyant des Saoudiens faire des doigts dans le haram. Et tout le monde a dit Amin, estimant que cela suffisait pour eux. Pendant que tout l'appareil médiatique saoudien, Al Arabiya, Al Hadath, etc., si vous l'ouvrez, pour ceux qui écoutent ce podcast, si vous ouvrez Al Arabiya maintenant, en anglais ou en arabe, vous auriez l'impression qu'il diffuse depuis Tel Aviv. Il diffuse de la propagande anti-palestinienne. Ben Salman dit « Tout mon appareil médiatique est encore de votre côté ». Ben Salman dit aux Israéliens « Je sais que vous n'allez pas venir contre moi parce que les milliards de dollars que j'ai donnés à Jared Kushner, pour lesquels je lui ai donné l'autorisation express de rendre visite aux Israéliens, aucun de cet argent n'a été retiré des mains des Israéliens. » Dans la Silicon Valley, ici aux États-Unis, là où nous parlons, la majeure partie de l'argent, une proportion significative de l'argent investi dans des entreprises sionistes, provient d'Arabie saoudite et du fonds Vision 2030.
La compagnie aérienne israélienne El Al vole quotidiennement vers Dubaï. Si vous ouvrez votre téléphone maintenant sur Flight Radar, vous verrez qu'aujourd'hui le vol de Tel Aviv à Dubaï est passé au-dessus de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite n'a même pas fermé son espace aérien. Vous verrez que le pont terrestre reliant les Émirats arabes unis à Israël, qui passe par l'Arabie Saoudite, la Jordanie et Erbit, est toujours en service. Personne n'a empêché ce pont terrestre de fonctionner. Ce n'est pas qu'Israël ne veuille pas s'en prendre à l'Arabie Saoudite. Ben Salman pense qu'il a fait preuve de tellement de bonne volonté envers les Israéliens pendant ce génocide. Pourquoi diable viendrait-il s'en prendre à moi? La quête d'armes chinoises par Ben Salman n'a rien à voir avec le fait de se protéger des Israéliens. Ben Salman veut que l'Arabie Saoudite devienne une grande puissance. Et il pense, je veux construire mes villes pour qu'elles ressemblent à Miami. Mais je veux les meilleures armes, je veux la meilleure technologie. Et je veux l'obtenir des Chinois parce qu'il est évident que le PDG américain de Ford, il y a seulement quelques mois, a dit à l'auditoire que si Ford ne propose pas une réponse aux voitures électriques venant de Chine, ses mots, pas les miens, Ford fera faillite. Tout le monde regarde ces voitures chinoises. Je suis allé au Kazakhstan. Je sais que c'est une anecdote et que ce n'est pas très correct. Je suis allé au Kazakhstan. Tu vois toutes ces voitures chinoises dans les rues. Je te promets, Jel, elles sont plus jolies que les Tesla. Elles roulent mieux que les Tesla. La technologie est incroyable. La Chine n'est plus un produit de mauvaise qualité. C'est un produit de haute technologie. Les Américains essaient d'utiliser la force brute pour empêcher leurs alliés de se rapprocher des Chinois. C'est pourquoi Trump a essayé d'intimider l'Inde. Mais l'Inde a littéralement regardé Trump et a dit « D'accord, si tu me traites comme ça, je vais aller vers la Chine. » Les Saoudiens disent « Je ne suis pas aussi courageux que Modi. Je veux le faire de manière discrète. Je veux le faire à travers ce pacte de sécurité avec le Pakistan. » Mais l'idée que l'Arabie Saoudite s'inquiète qu'Israël prenne de grandes parties de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite s'associe à Israël afin d'essayer d'atteindre ses objectifs intérieurs. Elle s'est associée au lobby israélien pour obtenir un soutien à la vision 2030. Elle s'est associée aux Israéliens à Gaza, elle s'est associée et elle a des objectifs communs. Quand on regarde les commentateurs saoudiens sur Al Arabiya, ils disent tous que la guerre se termine lorsque les otages sont libérés. Les Israéliens ne disent même plus cela. Les commentateurs saoudiens disent que le Hamas doit être désarmé. C'est exactement la même chose que ce que disent les Israéliens. Cette idée d'une autorité internationale mise en place à Gaza est promue par les médias saoudiens. Tu l'as sous-entendu quand tu as mentionné Tony Blair. La personne qui écoute pense que c'est un plan étranger venant des États-Unis et des sionistes. C'est discuté avec l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis. Ils y adhèrent totalement, complètement. Et c'est pourquoi je pense que ce pacte de sécurité, ce que les attaques de Doha ont permis à Ben Salman de faire, c'est de prétendre qu'il est dirigé contre les Israéliens. Et cela fonctionne très bien pour l'image publique. Mais je ne pense pas que l'Arabie Saoudite ait aussi peur des Israéliens qu'elle le devrait. Et je ne pense pas que Ben Salman mesure la menace que représentent les Israéliens pour lui, car il croit que l'apaisement lui apportera les privilèges que le Qatar et les Émirats arabes unis ont obtenus en apaisant les Israéliens. Mais Israël est différent aujourd'hui. Israël estime que ce n'est plus la génération où il faut jouer à la politique. C'est une génération où Israël peut bombarder 7 pays musulmans sans aucune réaction et compter sur le veto des États-Unis pour les protéger de toute répercussion. Que pensez-vous de l'exercice naval conjoint turco-égyptien en Méditerranée? Le premier en 13 ans, je veux dire. Ces deux pays étaient hostiles l'un envers l'autre il y a encore quelques années. Encore une fois, des commentateurs ont suggéré que c'était un message que les deux pays adressaient à Israël. Partagez-vous cet avis ou pensez-vous qu'il y a d'autres raisons derrière cela? Je pense qu'il est tout à fait plausible que l'intention était d'envoyer un message aux Israéliens. Sisi est sous forte pression. Sisi subit des pressions de la part des Émirats arabes unis et de la part des Israéliens pour ouvrir la frontière et accueillir les Pakistanais dans la péninsule du Sinaï. Sisi pense qu'au moment où il ouvrira cette frontière et que les Pakistanais entreront dans le Sinaï, les Israéliens envahiront le Sinaï et le prendront, et que les Américains ainsi que les Émirats arabes unis soutiendront les Israéliens contre l'Égypte. Les Émirats arabes unis ont essayé de donner de l'argent à l'Égypte pour qu'elle accepte les réfugiés, mais les Égyptiens disent « Nous n'en voulons pas ici, nous n'allons pas accueillir les Pakistanais ici, nous ne vous laisserons pas prendre le Sinaï. » La perception de la menace est telle qu'il y a eu un renforcement des forces égyptiennes dans la péninsule du Sinaï à tel point que Netanyahou s'est rendu à la Maison-Blanche pour se plaindre auprès de Donald Trump que les Égyptiens développent leurs forces dans le Sinaï.
Peux-tu leur demander de se retirer pour que je puisse faire entrer les Pakistanais là-bas? Sisi, lorsqu'il se tourne vers l'Arabie Saoudite, ne trouve aucun soutien. Quand il se tourne vers les Émirats Arabes Unis, il ne trouve aucun soutien. Où qu'il regarde, il se sent isolé et il a l'impression d'être harcelé. Même lorsque des gens manifestent devant l'ambassade d'Égypte, la raison pour laquelle les Égyptiens se sont sentis autant lésés, c'est qu'ils ont dit « D'accord, je comprends si tu me traites de traître. Mais pourquoi ne le faites-vous pas devant l'ambassade saoudienne? Pourquoi ne le faites-vous pas devant l'ambassade des Émirats Arabes Unis ?» Et puis Sisi, pour essayer d'apaiser la situation, a négocié avec les Britanniques. Ils ont récemment libéré Alaa Abdel Fattah de prison en échange d'une sécurité renforcée dans les ambassades égyptiennes afin d'éviter cette humiliation. Donc Sisi se retrouve maintenant à se tourner vers Erdogan pour lui dire « Écoute, je suis coincé. Comme je sais que tu es venu me voir avant, tu m'as supplié et je t'ai mis des bâtons dans les roues lors de la réconciliation. Les temps ont changé, maintenant c'est moi qui viens vers toi. Erdogan, aide-moi. » Erdogan savoure l'occasion, après avoir été critiqué pour avoir continué à commercer avec les Israéliens, d'être perçu comme montrant ses muscles face aux Israéliens. Il saisit donc cette opportunité pour organiser des manœuvres en Méditerranée afin de suggérer qu'une alliance militaire égypto-turque est en train d'émerger. C'est conçu pour envoyer le message qu'il y a une possibilité de changement d'équilibre dans la région. Mais je pense qu'il est aussi significatif que les navires turcs et égyptiens, lors de ces exercices militaires, n'ont rien fait concernant la flottille Samud, indiquant, selon eux, que leur message était limité. Notre message, c'est qu'Israël, tel qu'il est maintenant, ça va, mais ne poussez pas trop loin dans la péninsule du Sinaï. Nous n'allons pas vous offenser en allant soutenir la flottille. Erdogan, vous vous souvenez, a refusé de laisser la flottille partir d'Istanbul parce qu'il ne voulait pas avoir d'ennui avec les Israéliens par la suite. Mais je pense que le désespoir de Sisi ouvre certainement des portes avec les Turcs. La question est de savoir jusqu'où les Turcs sont ambitieux dans cette relation. Nous savons que Haftar envoie une délégation à Istanbul comme geste de bonne volonté de la part des Turcs envers les Égyptiens pour dire « Je ne suis plus d'un seul côté du champ libyen. Je ne soutiens pas Tripoli. J'ouvre maintenant les fronts et je m'éloigne de l'idéologie. Et parlons de la façon dont nous pouvons tous les deux bénéficier de la Libye, ce que les Égyptiens accueillent favorablement. Je pense que cela dépend surtout de l'ambition des Turcs. Et à quel point Sisi est désespéré, surtout en considérant s'il peut envisager une Égypte qui ne dépend pas des Émirats Arabes Unis. Je ne sais pas jusqu'où Sisi peut rêver. Pensez-vous que la Turquie se sent menacée par Israël en ce moment? Je pense qu'il est certain que la Turquie estime qu'après Doha, il est possible qu'Ankara ou Istanbul soient frappés. C'est pourquoi il y a apparemment des informations selon lesquelles Erdogan voudrait construire des bunkers en sous-sol et ce genre de choses. Mais ce qu'il faut noter à propos de la Turquie, c'est que la Turquie n'est pas, ou la Turquie, avant que les Turcs ne s'énervent vraiment et ne laissent des commentaires ou autres, etc. La Turquie a toujours cru qu'elle atteindrait un stade où Israël finirait par l'attaquer. Erdogan le savait depuis le moment où il a pris le pouvoir. Il va arriver à un stade où les Israéliens vont l'attaquer. C'est tout le raisonnement derrière le fait que Barak construise leurs propres navires, qu'ils développent l'Akinji, qu'ils fabriquent leurs propres avions. Les Turcs sont désespérés de fabriquer leurs propres armes capables de rivaliser. La raison pour laquelle ils sont si déterminés à le faire n'est pas parce qu'ils veulent rivaliser militairement avec les Américains. Ils savent qu'un jour viendra où les Israéliens attaqueront la Turquie avec le soutien des Américains, ou du moins avec l'Amérique en retrait. Alors les Turcs se disent « Ok, laissons-moi gagner du temps ». C'est toute la raison pour laquelle je pense qu'Erdogan fait du commerce pendant le génocide. Erdogan pense que ce n'est pas le bon moment. J'ai encore besoin de quelques années. J'ai besoin de quelques années pour construire l'armée. Es-tu d'accord avec ça? Je pense que c'est le rêve idéal d'Erdogan. Je crois même qu'avec ce qui s'est passé en Syrie, Erdogan, il faut garder à l'esprit qu'Erdogan connaît bien l'histoire des musulmans. Je pense qu'avec ce qui s'est passé en Syrie, Erdogan a été très enthousiasmé. Erdogan dit « c'est fantastique » parce que la Syrie, le monde dit que la Syrie est libre. Mais en réalité, la Syrie est libre, mais dépendante de moi. Par conséquent, non seulement Erdogan est en position de construire maintenant une armée turque, mais c'est aussi Erdogan qui va construire l'armée syrienne. Erdogan est celui qui va désormais pouvoir accéder à une armée supplémentaire. En plus de cela, c'est pourquoi les Israéliens crient auprès de Donald Trump. Garde à l'esprit, Jalal, que Netanyahou a visité la Maison-Blanche 4 ou 5 fois cette année. C'est sans précédent. La raison pour laquelle il continue de venir à la Maison-Blanche, c'est qu'il y a des problèmes qu'il a du mal à résoudre par téléphone. Quand il va voir Trump et qu'il lui dit « Trump, tu ne comprends pas. Erdogan rêve de nous détruire. Erdogan est le principal bénéficiaire en Syrie.
Trump dit, mais attends une seconde, il maintient la paix. Il assure la sécurité pour nous. C'est un allié de l'OTAN. Je l'aime bien. Ce type sait comment truquer des élections, d'après ce que Trump a dit hier. Il aime ces hommes forts et ce genre de personnes. Même si je ne crois pas qu'Erdogan ait truqué les élections de la manière que Trump sous-entend. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que Erdogan se trouve dans une position où il pense avoir gagné en Syrie. C'est sa perception. J'ai gagné. Vous savez, quand Trump a dit « La Turquie a accompli en Syrie ce que personne n'a accompli depuis 1000 ans », parce que selon Trump, Shara'a ne survit pas sans la Turquie. Et il a probablement raison. Il n'aurait pas survécu aussi longtemps sans la Turquie. C'est Erdogan qui a parié sur Ahmad al-Shara'a et il a gagné ce pari. Maintenant, la Syrie est naturellement portée vers la Turquie. Si Erdogan construit l'armée en Turquie puis construit une armée en Syrie, tu es en train de me dire qu'Erdogan construit les deux armées et ensuite dit « Faisons la paix avec Israël et vivons tous heureux pour toujours ». Tu y crois, Jalal? Tu penses qu'Erdogan? Qu'est-ce qu'Erdogan pense à la place? Il pense à l'Égypte ensuite. Pourquoi? Parce que historiquement, c'est comme ça qu'il pense à l'Égypte, c'est pourquoi il accueille favorablement les exercices militaires. Il se dit « Oh mon Dieu, ça commence à se concrétiser ». La Turquie, la Syrie, la Libye maintenant, l'Égypte qui fait maintenant des exercices avec moi et qui s'éloigne des Émirats arabes unis et s'éloigne de plus en plus de l'Arabie saoudite. Si je peux convaincre Sisi, ou au moins l'armée égyptienne, qu'il devrait rejoindre ce triumvirat composé de la Syrie, de la Turquie et de l'Égypte, c'est pour cela que les Israéliens ont bombardé la Syrie sans relâche. Ils savent ce qui va arriver ensuite. Ils ont lu l'histoire. Les sionistes ne considèrent pas l'Oumma musulmane à l'intérieur des frontières que Sykes-Picot nous a imposées. Israël considère l'Oumma comme une Oumma unie. Israël, les sionistes, considèrent l'Oumma du prophète Mohammed comme l'Oumma du prophète Mohammed. Les musulmans, non. Les musulmans la voient comme la Syrie, le Liban, la Tunisie, l'Égypte, et ainsi de suite. Vous savez, je suis en Amérique en train d'essayer de parler de la Syrie et de sensibiliser à ce sujet. Vous parlez à des publics et c'est presque comme si vous parliez d'un concept étranger, vous savez, quelque chose d'abstrait. Dans les mosquées, ils apprennent l'histoire du Cham, ils disent Bilad al-Cham pour les musulmans, mais quand vous leur parlez de la Syrie, ils disent d'accord, mais nous avons d'autres priorités. Israël, lui, ne voit aucune séparation entre la Syrie et Gaza. Il ne voit pas de frontières. Il sait que ce qui se passe en Syrie va affecter Gaza, que ce qui se passe en Syrie va affecter la Palestine, que ce qui se passe entre la Turquie et la Syrie va affecter la Palestine, que ce qui se passe en Syrie, au Liban et en Turquie affecte la Palestine. Ce qui se passe, la Turquie, ils ne voient pas, les sionistes ne voient pas les frontières. C'est pourquoi Tom Barak a dit quelque chose d'assez révélateur lorsqu'il a déclaré qu'Israël ne reconnaît pas les accords Sykes-Picot. Personne ne les reconnaît. Mais si je dis cela, c'est parce que je pense qu'Erdogan, sa position sur le génocide, même si c'est une position horrible qu'il a prise, et n'importe quel musulman réfléchi peut écouter cela, ce que j'ai déjà dit auparavant. La position d'Erdogan n'est pas la même. La position de Ben Salman, c'est « J'espère qu'Israël obtiendra ce qu'il veut à Gaza. Je veux que le Hamas soit anéanti. » Je pense que pour les Émirats arabes unis, leur objectif est qu'Israël réussisse à Gaza. Ils ont regardé Doha et se sont demandé pourquoi ils n'avaient pas su l'heure de laser. S'ils l'avaient su, ils auraient pu attendre. Ils avaient une tâche et l'ont ratée. Je pense que la position d'Erdogan est différente. La position d'Erdogan, c'est « Pourquoi cela doit-il arriver maintenant? J'ai construit une structure, il me faut juste un peu plus de temps. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps et alors je serai prêt. » La position d'Erdogan, c'est que cela s'est produit trop tôt. Et c'est pour cela qu'il essaie de jouer sur cet équilibre. Comment préserver ce que j'ai construit sans tout risquer pour quelque chose qui pourrait être résolu autrement? Ce n'est pas une justification pour Erdogan. Je dis simplement que, puisque la prémisse est différente, ils aboutiront à des résultats très différents. Non, d'accord. Donc, gagner du temps à ce sujet, vous êtes ici en Amérique, vous faites le tour, vous parlez de la Syrie, vous travaillez avec un groupe syrien. Ahmad Ashara était à New York. Bien sûr, il s'est adressé à l'Assemblée générale pour la première fois et il a rencontré des responsables américains. Il a donné une conférence avec le général Petraeus que beaucoup de gens ont trouvé quelque peu problématique, voire très problématique. Penses-tu que nous avons d'ailleurs consacré toute une émission à ce sujet et nous avons parlé du fait que la Syrie est dans une position très précaire et que peut-il faire d'autre? Il a besoin de gagner du temps et de créer une sorte de distance entre lui-même et les desseins des Israéliens. De là où tu te trouves maintenant, penses-tu la même chose à propos de la Syrie et d'Ahmad al-Shara? Et as-tu le sentiment que les Israéliens trouvent des moyens de le saper, malgré ce que les Américains disent de lui?
Je pense qu'en général, les musulmans et les Israéliens sont alignés dans leur critique envers Ahmad al-Shara. Les Israéliens insistent sur le fait qu'il ment et les musulmans insistent aussi sur le fait qu'il ment. Les Israéliens affirment qu'il ment en disant qu'il veut la paix. Ce n'est pas le cas. Il veut 5, 10 ans pour reconstruire la Syrie, puis s'allier avec Erdogan et venir nous attaquer. En es-tu convaincu? Les musulmans disent qu'il ment et qu'il veut une normalisation avec les Israéliens et qu'il veut garder le pouvoir. Donc, à ce moment précis, les Israéliens et les musulmans sont les deux seuls groupes qui insistent sur le fait qu'il ment. Oui, tu as dit que l'interview avec Petraeus posait problème. Quand j'ai vu l'interview, j'ai vu un général qui avait essayé de se débarrasser d'Ahmad al-Shara, obligé de l'interviewer et de l'appeler monsieur. Sur scène, j'ai vu Ahmad al-Shara dire à Petraeus « Wama adrak ». Dis à Petraeus que tu as essayé de t'en prendre à moi pendant 25 ans. Tes efforts militaires ont échoué. Je suis prêt à gérer cela par le dialogue. Nous n'avons plus besoin de nous battre. J'ai entendu Petraeus essayer de pousser à la normalisation et Ahmad al-Sharif a résisté en disant « Je ne normalise pas. Nous ne sommes pas comme les autres pays qui l'ont fait. » Mais je suis prêt à discuter d'un cessez-le-feu dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu de 1972. Les Israéliens disent « Nous voulons la normalisation ». Lui, il dit « Je veux un accord de cessez-le-feu ». Et il y a une raison à cela. Ils se disputent sur la terminologie. La normalisation implique qu'Ahmad al-Sharat voit un avenir dans la région où Israël existe et où Israël fait partie de la région. Le cessez-le-feu implique que je n'ai pas l'énergie en ce moment pour m'occuper de toi. Tu n'es pas ma priorité. Je veux reconstruire Damas, qui n'a que 2 heures d'électricité par jour. Les Iraniens et les Israéliens ont aujourd'hui des intérêts communs en Syrie. Ils veulent tous les deux diviser la Syrie en 4. Je dois d'abord m'occuper des Iraniens. Ils représentent la menace la plus immédiate. Et donc, je veux un cessez-le-feu avec les Israéliens. Je vous le dis, Américains, je ne vais rien leur faire, non pas parce que j'aime les Israéliens, mais parce que je n'ai pas les moyens de le faire et qu'ils ne sont pas ma priorité. Ce n'est pas une défense d'Ahmad al-Shara. C'est une conclusion logique de la façon dont il perçoit son pouvoir là-bas à ce moment précis. Troisièmement, Ahmad al-Shara est passé de la clandestinité dans une grotte à se tenir devant les Nations Unies et à s'asseoir avec David Petraeus à New York. Reconnu internationalement comme le président de la Syrie. Ce n'est pas rien. Quatrièmement, les Israéliens essaient d'empêcher Ahmad al-Shara de venir à New York, insistant sur le fait qu'il ne devrait pas être reconnu, qu'il ne faudrait pas collaborer avec Damas, ce qui signifie que le lobby israélien contre la Syrie à ce moment-là n'est pas aussi puissant que les sionistes le souhaiteraient. Cela peut être dû aux concessions qu'Ahmad al-Shara fait aux Américains, mais quelles sont ces concessions qu'Ahmad al-Shara propose ? Ahmad al-Shara dit aux Américains que, et cela n'arrive pas sous Harris d'ailleurs, sous les démocrates, je ne pense pas qu'Ahmad al-Shara vienne à New York. C'est un phénomène propre à Trump, car sous les démocrates, les Israéliens imposent leur volonté en matière de politique étrangère en Syrie. Il n'y a jamais eu de débat chez les démocrates sur la question de savoir s'ils devaient quitter la Syrie. Obama a envisagé cette option, mais a finalement cédé à CENCAM. La seule fois où il y a eu un débat sur le retrait de Syrie, c'est lorsque Trump est arrivé au pouvoir. La raison n'avait rien à voir avec les intérêts américains. Trump a simplement dit « Pourquoi dépenser de l'argent pour ça ?» Erdogan dit qu'il peut envoyer des troupes pour la sécurité. Pourquoi ne faisons-nous pas confiance à Erdogan, un allié de l'OTAN? Mohammed al-Shara dit aux Américains « Voici les concessions. Vous dépensez tellement d'argent pour les troupes américaines dans le nord-est de la Syrie. Vous pensez que vous devez garder le contrôle du pétrole. Je ne suis pas opposé à commercer le pétrole avec vous. Je ne suis pas là pour vous boycotter. Vous n'avez pas besoin d'avoir vos troupes là-bas. Laissez-moi simplement envoyer mon armée. Je travaillerai avec les Turcs. Je maintiendrai la paix. J'empêcherai l'État islamique et les activités terroristes d'avoir lieu là-bas. Pourquoi avez-vous besoin d'être là-bas ?» Et Trump dit « En fait, c'est un bon argument. Pourquoi ai-je besoin d'être là-bas ?» Les Israéliens disent « Non, il veut que tu partes, pour qu'il puisse affirmer son contrôle. » Trump dit « Eh bien, en quoi le fait qu'il ait le contrôle nuit-il aux intérêts américains ?» Les Israéliens disent « D'accord, mais cela nuit à nos intérêts. » Et Trump dit « Mais en quoi cela nuit-il aux intérêts américains ?» Et les Israéliens disent « Israël, c'est l'Amérique. » Et Trump dit « En Syrie, pas forcément. Parce que quand vous allez en Suède et que vous semez le désordre, je dois dépenser de l'argent et je dois aller les protéger.
Et je dois envoyer des troupes et je dois encore gérer des menaces terroristes et tout le reste. Je ne comprends pas Israël. Pourquoi ne pas simplement laisser ce type maintenir l'unité du pays et empêcher les Iraniens d'y entrer? N'est-ce pas? Cela ne va-t-il pas dans votre intérêt? Le fait est que la présence d'Ahmad al-Sharif, c'est le quatrième point, en plus de parler à Petraeus là-bas. Et le quatrième point, c'est que le lobby israélien n'arrive pas à influencer la politique américaine. En ce qui concerne la Syrie, c'est pourquoi les Israéliens essaient d'imposer un statu quo en Syrie, avec Hikmet al-Hijri Souaïda dans le sud. Essayons d'en faire une région autonome. Ou essayons de provoquer un conflit entre Damas et les Druzes, qui obligerait les Américains à intervenir pour protéger les Druzes. Et de cette façon, nous forçons Trump à entrer dans un conflit, comme ils ont essayé avec l'Iran, dont il ne pourra pas se sortir. Donc je ne sais pas à quel point c'était vraiment problématique. Quelqu'un, lors d'une des sessions de questions-réponses quand j'étais au Texas, m'a dit « Ce n'est pas le moment de parler de paix avec les Israéliens. Mon attention ne porte sur qu'il veut la paix avec les Israéliens. Quand Israël a bombardé l'Iran, quel espace aérien utilisé? L'espace aérien syrien. Les Israéliens ont demandé l'autorisation à la Syrie? Non. Si c'est la Syrie a-t-elle même la capacité de dire oui ou non? La Syrie a-t-elle les moyens de l'empêcher? La raison pour laquelle la Syrie n'a pas les moyens de l'empêcher, c'est parce que la Russie et l'Iran l'ont détruite jusqu'à l'anéantissement. La Syrie est hors d'état de nuire. Quelqu'un a dit non, mais les Syriens devraient en ce moment adopter une position ferme. Et encore une fois, je ne le justifie pas. Je dis simplement, examinons ces arguments. Mais c'est l'équivalent d'essayer de trouver des soldats de première ligne. Mais vous ne trouvez pas d'hommes valides. Vous allez à l'hôpital, vous trouvez ceux qui ont des jambes cassées, des bras cassés et autres, et vous leur dites qu'ils doivent maintenant aller se battre en première ligne. Il est déraisonnable de s'attendre à ce que la Syrie le fasse. C'est pourquoi mon propos ne porte pas sur ce que je pense d'Ahmad al-Shara ou non. Cela n'a absolument aucune importance. Parce qu'il n'importe pas de savoir qui est au pouvoir à Damas. Celui qui gouverne la Syrie aujourd'hui règne sur un pays brisé. Celui qui gouverne la Syrie aujourd'hui règne sur un pays qui n'a pas d'armée. S'ils ont une armée, ce n'est toujours pas une armée professionnelle, qui n'a pas d'économie, qui n'a pas de missiles, qui n'a pas de missiles anti-aériens. Elle n'a pas la capacité de faire quoi que ce soit, c'est pourquoi Erdogan et Ahmad al-Shara font pression sur les Américains et disent aux Américains qu'il existe un cessez-le-feu de 1972. Il n'est pas nécessaire de normaliser les relations. Écoute, Trump, vends-le comme tu veux. Nous dirons à notre peuple que c'est un accord de cessez-le-feu parce que nous voulons un accord de cessez-le-feu. Toi, tu iras dire aux gens que c'est une normalisation. Qui s'en soucie? Nous savons que c'est un accord de cessez-le-feu. Les musulmans disent non, nous avons besoin que les Israéliens disent que c'est un accord de cessez-le-feu. Et les Israéliens sont contents de cela. Ils se disent, pour une fois, nous et les musulmans sommes dans le même camp. Vous savez, nous n'aimons pas non plus Ahmad al-Shara pour cette raison, parce qu'il veut un cessez-le-feu. Il veut la paix à cet égard. Les Israéliens ne veulent pas la paix avec Ahmad al-Shara. Les Israéliens sont terrifiés à l'idée que si la Syrie a 5 ou 10 ans devant elle, elle sera complètement différente. Et la Syrie n'est pas la Tunisie. La Syrie n'est pas la Libye. La Syrie, historiquement, les sionistes connaissent l'histoire. La Syrie est la porte d'entrée vers la Palestine. Si vous permettez à une Syrie d'être libre et alliée avec la Turquie en plus, et ensuite vous forcez Ben Salman, qui réalise que la Syrie est en train de se reconstruire, alors il rejoint aussi le mouvement. Le régime, la région change complètement. Ajoutez à cela un joker comme Donald Trump, où vous ne pouvez pas prédire ce qu'il va faire ensuite. Avec Biden, au moins, il était un sioniste. Avec Trump, c'est celui qui lui propose la meilleure offre, ce que je pense que le monde musulman ne lui a pas encore proposé. Mais je ne fais pas l'éloge de Trump à cet égard. Et c'est pourquoi je soutiens qu'Ahmad al-Shahab à New York est une grande victoire pour les Syriens. C'est une grande victoire contre les sionistes qui prévoyaient autre chose pour la Syrie. Cela ne veut pas dire qu'Ahmad al-Shari est bon. Je ne sais pas penser de lui. Je réserve mon jugement sur Ahmad al-Shari. Ce n'est pas que je pense qu'il se soucie de ce que je pense de lui. Et je ne pense pas que les Syriens s'intéressent à ce que je pense d'Ahmad al-Shari. Cela n'a pas d'importance. Mon point est, de quoi les Israéliens ont-ils peur? De la reconstruction de la Syrie. Reconstruisez la Syrie. Peu importe qui dirige. Une fois reconstruite, les Israéliens savent que la région ne ressemble plus à ce qu'il y a 10 ans. N'as-tu jamais pensé à aller toi-même en Syrie, Sami? J'ai reçu quelques invitations à y aller. Et j'avais l'intention d'y aller, pour voir comment c'était, comme d'autres l'ont fait. Ce qui m'a fait hésiter, c'est ce qui est arrivé à Abd al-Rahman Kardawi, pour être franc. Il va à la mosquée des Omeyyades. Ce film critique les Saoudiens et les Émirats arabes unis. Pour être juste, il ne lui est rien arrivé en Syrie.
Vraiment, il ne lui est absolument rien arrivé en Syrie. Il a traversé la frontière vers le Liban. Il a été enlevé. Lorsqu'il a été enlevé au Liban, il a été expulsé vers les Émirats arabes unis et il a disparu. Mais cela ne concerne pas la Syrie en elle-même. Mais je ne suis pas sûr que la région soit encore... Je ne suis pas sûr que ce soit encore le moment d'y aller. Nous devons te garder dans notre émission. Mais parfois aussi, c'est comme parfois je dis, j'ai vexé quelques amis turcs un jour. Ils m'ont dit, tu sais frère, nous devons soutenir la Turquie. J'ai répondu, oui, mais j'espère qu'Erdogan n'aura jamais le pouvoir de me gouverner. Ils ont dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, tu vois, je l'apprécie dans la mesure où, face aux kémalistes, tu sais, dans la lutte pour la réislamisation. Mais je crois en un pays où règne l'état de droit, pas dans un pays où quelqu'un peut débarquer et, tu sais, changer les choses à sa guise. Donc Erdogan est quelqu'un qu'il vaut mieux aimer de loin, pas de près. Donc je pense que peut-être, je n'applique pas cela à la Syrie, mais je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire de se précipiter pour aller dans ces pays en ce moment. Nous prions, Inch'Allah, pour qu'Allah veille sur eux et les préserve, qu'Allah les protège, Inch'Allah. Mais, tu sais, le monde n'est plus aussi... Le monde est un peu, il fait plus peur qu'avant. Puis-je vous interroger sur les pays européens et la façon dont ils ont décidé de reconnaître un État palestinien? Je veux dire, Keir Starmer en Grande-Bretagne, qui a vraiment collaboré avec les sionistes. Tu sais, si tu parles de Biden comme sioniste, Keir Starmer est un sioniste, non? Mais maintenant, il a changé de cap. Je pense que Macron a vraiment mené les efforts. En fait, Macron a déclaré hier ou avant-hier qu'il envisageait même, si la situation à Gaza, il n'a pas parlé de génocide, mais si le massacre à Gaza continue, que l'Occident devrait imposer des sanctions à Netanyahou. Il y a un changement de rythme là-bas. Pensez-vous qu'il s'agit d'un véritable changement ou simplement de la même chose que d'habitude? Je pense que c'est un véritable changement, mais pas par amour pour la Palestine. Jalal, tu t'en souviendras parce que tu as été très impliqué, tu te rappelles du vote musulman qui a eu lieu au Royaume-Uni. Et tu te souviendras que sur environ 50 à 60 circonscriptions sûres, ces sièges sont soudainement devenus des circonscriptions marginales. Et le Parti travailliste, bien qu'il ait remporté une majorité écrasante au Parlement, a obtenu une énorme majorité avec la plus faible part de voix de tous les partis gagnants. Ils ont obtenu 32%. Beaucoup de ces circonscriptions sûres, où ils avaient une majorité de 30 000 voix, ils se sont retrouvés avec 200. Là où ils avaient 28 000, ils n'avaient plus que 700. Au final, dans la circonscription de Muhammad, ils n'ont fini qu'avec une majorité de 700 voix. 500 voix de majorité. Le Parti travailliste a remarqué cela. Alors le Parti travailliste a envoyé des groupes d'écoute dans différentes communautés pour, en gros, dire « D'accord, c'était un incident isolé. C'était tout le monde était en colère à cause de Gaza, mais ils finiront par l'oublier. Les gens se lassent de manifester. Ils arrêteront de boycotter. Ils arrêteront de tweeter. Ils arrêteront de partager. Ils vont se lasser. Ils seront découragés par l'absence de résultats. Envoyons simplement des gens, allons les écouter, faisons-leur sentir qu'ils sont entendus. Comme ça, on pourra tourner la page et se concentrer sur l'extrême droite. Un an passe, les élections municipales arrivent, et vous vous souvenez, le Parti réformiste a obtenu tout un tas de sièges, mais aussi des candidats indépendants, encore une fois grâce au vote Gaza, ont également remporté de nombreux sièges. Cela a été suivi par les manifestations qui ont eu lieu, environ 300 000 personnes ont également défilé à Londres pour la Palestine et Gaza. Pendant cette période, Starmer est sorti en disant que nous envisageons de reconnaître un État palestinien, parce que le calcul de Starmer c'est « d'accord, ça fait 1 an et demi », et ces gens-là ne lâchent toujours pas l'affaire. Et Nigel Farage monte en flèche dans les sondages. Si j'ai une extrême droite qui grimpe rapidement menée par Nigel Farage, je n'ai pas le temps de m'occuper de la fuite qui se trouve ici. Je perds beaucoup de voix de ce côté-là. Alors laissez-moi stopper cette fuite pour que je puisse me concentrer sur l'extrême droite. Laissez-moi leur accorder une reconnaissance de la Palestine, ce qui concrètement ne veut rien dire, mais au moins ils pourront considérer cela comme une victoire et ensuite retourner vers le Parti travailliste. Nous pouvons stopper ces mouvements indépendants et autres initiatives du genre. Isaac Herzog prend l'avion, vole jusqu'à Londres, rencontre Starmer il y a 2 semaines. Il lui dit « Starmer, tu es sérieux? Tu es sur le point de reconnaître un État palestinien ?» J'imagine que Starmer lui a dit « Écoute, ça dure depuis 2 ans maintenant. Et tu ne comprends pas. Ce n'est pas que je ne te soutiens pas. C'est que je vais en souffrir électoralement. Ce n'est pas seulement parce que le vote anti-génocide à Gaza va me faire tomber. Cela va de pair avec cette montée du mouvement d'extrême droite. Je perds des voix des deux côtés. Au moins, si je colmate celle-ci, je pourrai passer les 2 prochaines années à me concentrer sur Nigel Farage. Alors ne t'inquiète pas, je ne me suis pas retourné contre toi. J'ai juste besoin de ça pour ma politique intérieure. Herzog a dit « Je ne t'autorise pas à faire ça. Je sais que c'est une manœuvre, mais une fois que tu reconnais la Palestine, tu ne peux plus revenir en arrière. Une fois que tu la reconnais, tu déclenches un effet domino. » Et Stam, je crois, a dit à Herzog « Tu n'as pas à t'inquiéter. Ça ne se passera pas comme ça. C'est pourquoi ensuite ils ne font pas de vraies conférences de presse ensemble. » À la place, ils publient des communiqués disant que la réunion a été difficile et houleuse. Macron, lui, voit Le Pen, l'extrême droite, progresser lors de la dernière élection présidentielle. Elle a obtenu quelque chose comme 40%. Il craint que lors de la prochaine élection, il se fasse écraser. Alors il se dit « Ok, je vais organiser des élections anticipées. »
Prendre tout le monde de court, augmenter ma part de voix et humilier l'extrême droite. Soit, s'ils remportent des sièges, alors ils gouverneront et se ridiculiseront eux-mêmes. Mais dans tous les cas, je vais organiser des élections anticipées, surprendre tout le monde. Donc il convoque les élections et il observe l'extrême droite. Les résultats des élections donnent la victoire à qui? Mélenchon, 35% ou 34, 35% de l'autre côté. Mélenchon l'emporte en unissant 4 partis et le vote anti-génocide. Ils se rallient tous à Mélenchon. Macron a tellement paniqué face à la victoire de Mélenchon qu'il finit par s'allier avec l'extrême droite. Le calcul de Macron, c'est « je regardais de ce côté et je me suis fait frapper de l'autre. Laisse-moi régler ça pour que je puisse me concentrer là-dessus. Laisse-moi reconnaître un État palestinien pour que ces gens reviennent voter pour moi pendant que je me concentre sur l'extrême droite. » Israël dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ?» Macron répond « C'est juste une manœuvre. J'en ai besoin pour la politique intérieure. Mais si tu le fais, ce ne sera pas réversible. Je dois me concentrer sur ma politique intérieure. » Starmer et Macron disent essentiellement à Israël « Je vous aime bien, mais je ne vais pas perdre mon siège pour vous. Je vous aime bien, mais vous êtes un handicap politique. Je vous aime bien, mais à cause de vous, je perds ses voix. Je vous aime bien, mais j'ai besoin de prendre mes distances ici. Je vous aime bien, mais pour la première fois dans l'histoire, être perçu comme trop proche de vous me coûte sur le plan intérieur lors des élections. C'est exactement comme l'effet Mamdani, où Cuomo ne mentionne désormais plus les Israéliens. L'Italie, bien sûr, ne reconnaît pas la Palestine. Elle refuse de le faire. Mais le lendemain, il y a une grève générale dans toute l'Italie en défense de la Palestine. C'est pourquoi l'Italie, même si elle n'a pas reconnu la Palestine, a fini par envoyer le navire à la flottille Samud. Ainsi, Mélanie peut dire à ceux qui font grève « Arrêtez de m'accuser d'être pro-Israël. Je n'ai peut-être pas reconnu la Palestine, mais au moins j'ai envoyé le navire de guerre. » Les Israéliens disent « Pourquoi avez-vous envoyé le navire de guerre ?» Et Mélanie dit je vous apprécie peut-être, mais je ne vais pas perdre à cause de vous. Vous devenez un handicap politique. Alors je vais envoyer ce navire de guerre là-bas. L'Espagne. L'Espagne est peut-être sincère, mais il se peut aussi qu'ils aient remarqué, en tant que parti de gauche, qu'une écrasante majorité de leur base est pro-palestinienne. Ils savent que c'est un sujet sensible. Ils savent que lorsque l'un des ministres pro-palestiniens a été limogé, cela a provoqué un énorme tollé parmi leur base. Alors l'Espagne dit « Écoutez, je ne veux pas provoquer les Israéliens, mais si je ne fais rien, je vais perdre de toute façon. Ils sont un handicap politique. Alors laissez-moi reconnaître un État palestinien. Laissez-moi mettre fin aux accords sur les armes. Laissez-moi le faire, juste pour m'assurer que ma base… » Israël dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Et ils disent aux Israéliens « Écoutez, j'ai ma base. Je vous aime bien, mais je ne suis pas prêt à perdre une élection pour vous. Vraiment. Je ne le suis pas. C'est devenu un handicap politique. Et c'est pour cela que les Israéliens paniquent à propos de cette reconnaissance de la Palestine. Ce n'est pas qu'ils croient que cela mettra fin au génocide. C'est la raison pour laquelle ces pays reconnaissent la Palestine. Ils reconnaissent la Palestine non pas parce que des États musulmans les ont poussés à le faire. L'Arabie saoudite a essayé de s'attribuer le mérite. Al-Arabiya, aujourd'hui, tout tourne autour de cette reconnaissance, c'est entièrement grâce à l'Arabie saoudite. Mais pas un seul, ni la France, ni le Royaume-Uni, ni la Norvège, ni l'Espagne, même pas la BBC, même pas Reuters. Personne ne crédite les Saoudiens. Ils n'ont rien à voir avec cela. Ce sont plutôt les circonstances intérieures qui ont mené à toute cette reconnaissance de la Palestine. Et c'est cela qui inquiète les Israéliens à l'approche des prochaines élections de mi-mandat aux États-Unis. Ils sont terrifiés à l'idée que non seulement si Mamdani gagne à New York, alors on pourra dire que ce n'est que New York. AOC a gagné à New York. Mais si Omar Fattah gagne dans le Minnesota, et si au Texas, Ted Cruz perdait après cette interview humiliante qu'il a donnée à Tucker Carlson lorsque les Américains ont réalisé que Ted Cruz mettait Israël avant l'Amérique? Que se passe-t-il si des gens, il y a un sénateur dans le Michigan qui a déclaré « Je ne prendrai plus un seul centime de la IPAC ». Que se passe-t-il si ces membres du caucus progressiste et les démocrates qui votent maintenant contre les livraisons d'armes, que se passe-t-il si leurs députés déclarent, et si cela devient un atout politique de dire « Je n'ai reçu aucun argent de la IPAC ». Et si cela devenait un atout politique de dire « je ne suis pas associé aux Israéliens », les Israéliens sont en mode panique. Ils n'ont jamais été dans une telle situation auparavant, où, à cause de la politique intérieure, à cause de la mobilisation populaire, à cause de ce qui se passe sur le terrain, leurs alliés regardent désormais les Israéliens et disent « Avant, il fallait être allié avec vous pour gagner, mais si je suis trop proche de vous, je vais perdre. »
Et c'est pour cela qu'on assiste à cette vague de reconnaissance de la Palestine. Et c'est pourquoi Netanyahou a répondu en disant que nous ne reconnaîtrons jamais un État palestinien. Et c'est pourquoi Netanyahou dit à sa base que le monde écoute ces Palestiniens, qu'ils écoutent ces musulmans réfléchis, qu'ils écoutent Tomar, qu'ils écoutent Jalal et d'autres, et tout ça. Et vous savez, mais c'est pour cela que nous devons être autosuffisants. Et c'est aussi pour cela qu'ils dépensent autant d'argent pour essayer d'empêcher Mamdani de gagner à New York. Samy, je sais qu'Omar me regarde en ce moment. Il veut probablement t'emmener à un autre dîner syrien et discuter. Mais j'ai encore quelques questions à te poser. D'après ce que tu viens de dire dans ta réponse, la politique électorale compte vraiment. Et notre capacité à influencer, c'est-à-dire ceux qui soutiennent Gaza. Notre capacité à influencer par les urnes a un impact sur le comportement de ses dirigeants. C'est moins la politique électorale que l'opinion publique. C'est lorsque l'on mobilise une population pour s'opposer au génocide que des outils comme les élections, la politique électorale, se manifestent dans cette politique électorale. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de politique électorale, ce ne sont pas seulement les élections qui influencent cette reconnaissance de la Palestine. Il s'agit aussi du boycott. Starbucks est de nouveau contraint de fermer de nombreux magasins. McDonald's est de nouveau contraint de fermer de nombreux magasins. Nous voyons maintenant des entreprises danoises se désengager d'Israël. Nous voyons des Norvégiens dire qu'il faut se désengager d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous inquiets à cause du boycott. La politique électorale n'est qu'un aspect de la question. Le véritable point crucial, c'est que le génocide a poussé le public à agir de cette manière dans de nombreux secteurs. Microsoft est maintenant en train de désactiver l'accès à ces systèmes de surveillance. À certaines unités israéliennes qui les utilisaient auparavant, après une enquête de Dropside et du Guardian, qui a révélé comment les Israéliens s'en servaient pour tuer des Palestiniens. Microsoft déclare qu'ils sont tellement préoccupés par l'impact économique d'une opinion publique en colère à propos de leur rôle dans le soutien à ce génocide qu'ils préfèrent couper l'accès aux Israéliens plutôt que de heurter cette opinion publique. C'est plus qu'une simple question de politique électorale. C'est lorsque la société décide d'agir qu'ils réalisent qu'ils peuvent avoir un impact. Au plus haut niveau. Ce n'est pas un mouvement venu d'en haut. Ce sont des gens ordinaires qui démontrent qu'ils peuvent changer toute une politique s'ils décident de s'engager, d'agir et de mobiliser les pouvoirs qu'ils possèdent déjà en eux. Ils ne sont peut-être pas milliardaires comme Elon Musk, mais leur impact est plus grand que celui d'un milliardaire comme Elon Musk. Ils n'ont peut-être pas les armées qu'ils souhaiteraient, mais ces flottilles qui partent, l'impact médiatique qui s'ensuit et la pression intérieure qui en découle. Et les protestations qui s'ensuivent, le boycott qui s'ensuit, et les conséquences qui font que Macron finit par dire « Je vais offenser les Israéliens parce que je préfère qu'ils soient à bord plutôt que les Israéliens soient à bord ». C'est l'impact que l'on a lorsqu'on agit réellement et qu'on utilise les pouvoirs que l'on possède déjà au lieu d'attendre des pouvoirs que l'on n'a pas. C'est la prise de conscience que l'action collective est plus puissante qu'un individu possédant tout le pouvoir du monde. C'est que lorsque tout le monde agit ensemble sur plusieurs fronts, dans plusieurs secteurs, on peut isoler les Israéliens d'une manière sans précédent, au point que désormais le monde entier fait d'Israël un État paria. Et je pense que la fin du génocide n'est plus qu'une question de temps. Je veux dire, Samy, tu parles de la droite américaine depuis un certain temps. En fait, cela fait quelques années que nous avons des discussions sur la droite américaine. Je ne l'ai vraiment réalisé que lorsque je suis allé au Texas, mais il y a un changement, et ce changement est palpable, et il est clairement anti-Israël et anti-sioniste. Et bien sûr, le meurtre de Charlie Kirk, d'une certaine manière, a attiré l'attention de la droite américaine sur Israël et ses activités néfastes. Je ne te demande pas de commenter l'assassinat en lui-même, mais je me demande comment tu vois l'évolution de la situation, dans quelle direction cela va-t-il selon toi? Et j'imagine que les Israéliens essaient de riposter. Comment s'y prennent-ils? Je pense que ce qui est significatif dans l'assassinat de Charlie Kirk, et tout le monde condamne la violence politique, même si certaines de ses déclarations étaient particulièrement odieuses. Mais en tout cas, ce que je trouve important là-dedans, au-delà de l'assassinat politique, c'est que tout ce qui en est ressorti concernait les Israéliens. Candace Owens a accusé les Israéliens. Je ne dis pas que c'est vrai ou non. Je n'en ai aucune idée. Bill Ackman a dû écrire un essai pour se défendre des accusations selon lesquelles il aurait été impliqué d'une manière ou d'une autre et qu'il retirait de l'argent à Charlie Kirk parce que ce dernier insistait sur America First au lieu de Israel First. Laura Loomer avait tweeté 2 semaines auparavant que Charlie Kirk tenait un double discours, critiquant le fait que Charlie Kirk s'exprimait contre les Israéliens. Marjorie Taylor Greene a publié un échange de messages avec Charlie Kirk dans lequel il l'invitait à une convention à laquelle les Israéliens avaient demandé à Marjorie Taylor Greene de ne pas assister et avaient demandé aux organisateurs de ne pas la laisser participer.
Marjorie Taylor Greene a publié ce message où elle disait avoir été invitée par Charlie Kirk pour parler de l'influence d'Apex sur la politique américaine. Et il a dit: ce n'est pas un débat. Je voulais juste venir en parler. Nous connaissons tous son opinion. C'est qu'ils doivent s'enregistrer comme agents étrangers. Ils ne sont pas America First et abusent de leur relation avec les Américains. Candace Owens dit: je sais que vous avez tué mon ami et je ne vous laisserai jamais vous en tirer. Je ne débat pas et je n'évalue pas la véracité de chacune de leurs déclarations. Je pense qu'il est remarquable que les Américains commencent à réaliser que le sionisme n'est pas nécessairement un allié des Américains, que les sionistes bénéficient de soins de santé gratuits en Israël au détriment des soins de santé des Américains ordinaires, que lorsque vous allez au Texas ou ailleurs et que vous voyez quelqu'un en difficulté, lorsqu'ils vont à l'hôpital, ils voient que leur fille a besoin d'un traitement d'urgence. Et ils constatent l'état du système de santé alors qu'ils essaient désespérément, ils voient leurs proches en train de lutter. Et puis, ils réalisent que l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas d'argent pour cela, c'est parce qu'il part en Israël pour soutenir le génocide et le massacre d'enfants. Ce n'est pas que les Américains deviennent pro-palestiniens, c'est que les Américains se rendent compte qu'ils se sont fait avoir par les sionistes. Et cela, c'est à cause des réseaux sociaux. C'est pourquoi, lorsque tu posais la question « Que font les sionistes en représailles ?», ils forcent la vente de TikTok. Ils essaient d'acheter TikTok pour reprogrammer l'algorithme, parce qu'ils veulent que les Américains arrêtent d'entendre la vérité. Ils essaient désespérément de rétablir les filtres d'information sur ce qui est transmis au peuple américain. Ils essaient de rétablir le voile entre la vérité et le peuple américain parce qu'ils se rendent compte que 70 ans de propagande payée sur les Américains sont en train d'être démantelés par 2 ans d'exposition des Américains à la véritable vérité. Personne ne dit aux Américains qu'ils doivent être pro-palestiniens. C'est regardez ce que fait votre argent de contribuable. Regardez où il va. Regardez ce que les sionistes font pression sur votre gouvernement pour faire. Regardez comment ils passent avant vos intérêts fondamentaux. Et les Américains disent: oh mon Dieu, je n'avais aucune idée que c'est ce qui se passait. Et je pense que l'impact de cela ne peut pas être sous-estimé. Parce que lorsque vous avez une situation où Marjorie Taylor Greene et Tucker Carlson, à droite, félicitent Mamdani, à gauche, en disant qu'il a eu raison de donner la priorité à New York plutôt qu'aux Israéliens, cela montre que ce n'est pas une question de droite ou de gauche. C'est une question américaine. L'Amérique appartient-elle aux Américains ou bien l'Amérique est-elle un proxy des Israéliens? Et je pense que plus d'Américains prennent conscience de l'ampleur des dégâts que le sionisme a causés à leur système, plus cela entraîne un changement politique permanent qui commence à se faire sentir. Et je pense que cela se manifestera surtout lorsque la direction du Parti démocrate s'opposera à la base sur la question de savoir qui devrait recevoir l'investiture démocrate. Parce que Mamdani a gagné, mais c'est la direction du parti qui se bat contre Mamdani. Trump et Cuomo s'alignent. Trump fait une offre à Eric Adams pour qu'il rejoigne l'administration afin de le retirer de la course à New York et d'empêcher Mamdani de gagner. Cuomo et Trump essaient de s'allier, ou bien les sionistes autour de Trump s'allient, dans le but d'empêcher Mamdani de gagner. Pourquoi? Pour garantir que l'invincibilité du sionisme soit protégée. Et il y a une autre chose qui mérite d'être mentionnée. Prenez par exemple Trump et un certain nombre de ces personnes nommées. Les sionistes ne sont pas satisfaits de toutes ces nominations. Regardez par exemple son conseil présidentiel sur les libertés religieuses. Il y a là des personnes qui sont anti-sionistes, que les sionistes ont essayé d'écarter et que Trump n'a pas écarté. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec le message qui circule, les Américains, leur cœur change véritablement. Et ils changent d'avis parce que quand on fait confiance, et c'est mon opinion, quand on fait confiance à la bonté des gens pour voir la vérité telle qu'elle est, ce que nous réalisons, ce que je réalise, ce que tout le monde réalise, c'est que tout ce que nous avions à faire, c'était de montrer la vérité dans sa forme brute au monde. Et aucune propagande à plusieurs millions de dollars ne pourrait plus cacher cette vérité. Et les cœurs changent définitivement. Et Israël n'a aucune idée de combien d'argent il lui faudrait dépenser pour rétablir cela. Peu importe ce qu'il dépense, il semble qu'il le perde définitivement. Sami Hamdi, Jazakallah Khaira. Je veux dire, peut-être juste pour ajouter à ce point que vous avez soulevé à propos de la suppression de contenu. Je veux dire, il est très clair pour nous maintenant que même dans notre chaîne Thinking Muslim, il y a eu une suppression majeure de nos vidéos sur cette plateforme. Je pense que de nombreuses voix pro-palestiniennes ont été confrontées au même problème. Il y a du mouvement sur ces chaînes. Vous avez parlé de TikTok ici. Il y a maintenant une volonté de supprimer autant que possible. Je me demande simplement si l'opportunité que nous avons eue, et cela reste une opportunité très limitée, mais l'opportunité que nous avons eue malgré tout au cours des 2 dernières années d'utiliser ces plateformes va désormais être fortement restreinte? Pas du tout. Pensez-y de cette façon.
Times of Israel a rapporté, c'était il y a peut-être 8 ou 9 mois, que les Israéliens avaient mis en place un bot d'IA pour répondre aux personnes qui critiquaient ce que fait Israël en termes de génocide en Palestine. 2 semaines plus tard, ce même bot d'IA a fini par dire aux gens qu'Israël est un État génocidaire d'apartheid. TikTok, combien de fois ont-ils essayé d'ajuster l'algorithme et ils continuaient à montrer du contenu palestinien et à changer l'opinion? Combien de fois Grok sur Twitter, sur X, a-t-il dû être ajusté? Et quand on demande à Grok, il répond qu'il a été ajusté parce que ses créateurs pensaient qu'il montrait trop le génocide d'Israël et ce qui se passe en Palestine. Ils pensent qu'ils peuvent réentraîner ces algorithmes. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas l'algorithme. Et c'est ce que je veux dire. Ce n'est pas l'algorithme. Ce n'est pas les réseaux sociaux, c'est la vérité. La vérité est si puissante que, peu importe combien vous essayez d'ajuster ou de dépenser, vous ne pouvez pas la cacher. C'est ça le point à propos de la vérité. C'est ça le point à propos du haq. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit: y a-t-il une meilleure parole que celle de celui qui appelle à Allah, fait de bonnes œuvres et dit: je suis parmi les musulmans? Y a-t-il une meilleure parole que la vérité? Y a-t-il une meilleure parole que la droiture? C'est pourquoi Allah a dit: wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu. La bonne action et la mauvaise action ne sont pas égales. Allah disait que la vérité et le mal ne sont pas égaux sur une balance. Vous pouvez dépenser des millions à promouvoir le mal. La vérité dite gratuitement écrasera toujours la propagande malveillante. Et c'est pourquoi Allah te dit que même si tu n'as pas les millions que possède l'autre camp, continue de promouvoir ce qui est bon, car l'algorithme finira toujours par jouer en ta faveur. Grok finira toujours par être en ta faveur. Ces bots d'IA seront toujours en ta faveur. Fais de ton mieux avec ce que tu as, car Allah dit que celui qui était ton ennemi aujourd'hui deviendra demain ton allié le plus chaleureux. Allah ne se contente pas de décrire cela dans les cœurs humains. Je pense que cela s'applique également aux robots IA. Plus ils changent, plus ils reçoivent la vérité, plus ils se modifient. Mais c'est précisément ce que je répète. C'est une bonne note pour terminer. Allah conclut ce verset par « Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru ». Ceux qui y parviennent sont ceux qui sont patients, ceux qui persévèrent, ceux pour qui cela dure 2 ans. Oui, je sais, le génocide continue. Je sais que les gens pourraient penser qu'ils entendent la reconnaissance de la Palestine, mais que cela ne signifie rien. Mais pour les Israéliens, cela signifie tout. Ils perdent le contrôle. Pourquoi? À cause de la persévérance, de la ténacité, de l'acharnement. Combien de fois sommes-nous allés manifester à Londres, encore et encore? Les gens disaient que c'était inutile. Mais tu continues, jusqu'à ce que Keir Starmer dise « Je vais reconnaître la Palestine ». Imagine ce qu'il fera si tu continues à manifester. Il disait que le boycott ne fonctionne pas. Et maintenant, tu as Starbucks qui ferme des magasins. Il y a 2 jours, ils ont annoncé la fermeture de centaines de magasins. Encore une fois, ils ferment. C'était de la patience. Cela n'arrive pas en 1 mois, ni en 2 mois. Cela arrive avec 2 ans de constance. Pourquoi? Parce qu'Allah termine l'aya. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمًا. Parce que cette persévérance, cette ténacité, cette patience, ces tweets, ces partages, quand l'algorithme le voit et ainsi de suite, et que tu continues, Allah l'amplifie. Quand Allah l'amplifie, peu importe combien de versions de TikTok ils achètent, peu importe combien de versions de l'algorithme ils achètent, l'algorithme, lorsqu'il reçoit la vérité, continuera toujours à montrer la vérité. Parce que c'est un mouvement irrésistible, c'est un élan irrésistible. Ce sont les sionistes qui sont en mode panique. Ils croient que ce sont eux qui sont en train de perdre. Tant que nous sommes patients et que nous continuons d'avancer, cela ne fait que 2 ans et regardez tout ce qui a été accompli. Imaginez si nous continuons pendant 23 ans comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez ce qui peut être accompli. Gardez la foi, gardez la patience, continuez, avancez parce que c'est très clair. Plus nous avançons, plus ils essaient de nous arrêter. Plus nous avançons, plus l'influence sioniste s'intensifie. Mais tu es allé au Texas et regarde ce que tu as observé. Vous êtes des gens pauvres. Tu es entré, et je ne le dis pas négativement, mais tu es allé au Texas et tu l'as vu là-bas, au Texas. Tu le vois ici, en Amérique. C'est comme tout à l'heure, nous avions une conversation plus tôt. Tu sais, parfois, il ne faut pas enregistrer les bêtisiers, car on dit des choses. Comme quand je parlais à Brian, il m'a regardé avec un visage vide quand j'ai dit « Vous les Américains êtes des gens sympas ». Il m'a regardé comme si ses yeux disaient « Qu'est-ce que tu pensais que nous étions ?» J'ai dit « Je ne sais pas, votre gouvernement bombarde la moitié du monde. » Je ne savais pas quoi penser de vous. Je me suis rendu compte lors de mes voyages en Amérique, et c'est le point que je veux souligner. Il y a beaucoup de bonnes choses dans ce pays. Ce que tu réalises, c'est que lorsqu'ils entendent la vérité, quand ils la voient, ils y sont en fait réceptifs. Je sais que ça peut sembler, par exemple, comme si tu exagérais cet impact. Mais vraiment, j'ai été dans tous les États sauf le New Hampshire. Aucune idée pourquoi je ne suis jamais allé au New Hampshire. Mais ce n'est rien contre eux. Tu te rends compte que les Américains, quand tu leur montres combien de fois je rencontre un Américain blanc, sans parler des Afro-Américains. Les Afro-Américains reconnaissent la lutte. C'était très facile de les convaincre de la légitimité. Les Américains blancs. Monsieur, Hamdi, je n'en avais aucune idée. Je ne savais pas.
Monsieur, Hamdi, je n'arrive pas à dormir la nuit à cause de ce que je vois vidéos et images sur les réseaux sociaux. Hamdi, je te promets, je ne referai jamais semblant de dormir. À droite comme à gauche. Les gens disent, je n'arrive pas à croire que c'était une situation dans le monde. Tu sais, Hamdi, je n'avais pas de passeport, je ne voyageais pas beaucoup. Je n'ai quitté l'Amérique que pour le Mexique, car on est un grand pays, un grand continent. Tu prends l'avion 3 heures pour Chicago. J'ai pris l'avion 2 heures. En 2 heures, j'aurais pu aller. Ils appellent ça pays. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a du bon dans ce monde. Et je pense que la beauté de ce que Gaza a démontré dans la tragédie du génocide, c'est que la vérité compte. Les cœurs existent, ils peuvent changer. Si nous croyons en la bonté et en la vérité, cela détruira cette méchanceté qui a permis à ce génocide d'avoir lieu. Gaza m'a appris à croire en l'humanité. Cela m'a appris à croire au pouvoir d'Allah de changer ses cœurs. Je crois au pouvoir de la dawa. Je crois au pouvoir du haqq. Et je crois que c'est la force politique la plus puissante, plus que n'importe quel lobby existant dans ce monde. Sami Hamdi, Jazakallah khair. Merci beaucoup pour votre temps. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux et à notre chaîne YouTube et rendez-vous sur notre site web thinkingmuslim.com pour vous inscrire à ma newsletter hebdomadaire.